éclaircies, des averses fréquentes, parfois fortes, et des températures toujours aussi fraîches. Alors la fraîcheur va persister demain, mais les nouvelles sont plutôt bonnes puisque progressivement donc la situation va s'améliorer. Alors demain matin, on aura des températures assez basses, quasiment partout, sauf sur la Côte d'Azur et la Corse. Dans l'après-midi, donc c'est stationnaire par rapport à aujourd'hui. Mais donc, je vous disais, la situation s'améliore peu à peu par le sud, avec donc une journée de lundi plutôt ensoleillée, sauf dans l'extrême nord. Journée de mardi estivale et une remontée progressive des températures donc au fil des jours, à tel point qu'on pourra parler donc de chaleur quasiment partout à partir de mardi et une moyenne de 29 degrés dès mercredi. C'était la météo avec Dyson. Ventilez votre intérieur avec le purificateur d'air Dyson. Bientôt 14 h, bienvenue sur BFM TV si vous rejoignez. Bonjour Sophie. Bonjour Guillaume, bonjour à tous et bienvenue également. À la une de ce samedi, un 4e samedi justement de manifestation contre le pass sanitaire. Manifestation partout en France. Aujourd'hui, entre 150 000 et 200 000 personnes sont attendues dans les rues françaises pour protester notamment contre le pass sanitaire. On va suivre tout au long de la journée l'évolution de la situation avec nos reporters sur place bien sûr et nos invités en plateau. Et on suivra également la situation sanitaire qui se dégrade encore en Guadeloupe. Les premiers transferts sanitaires ont eu lieu vers la métropole et est placé la Guadeloupe qui est placée sous confinement. L'archipel enregistre un nombre record d'admissions en réanimation. Et puis l'actualité, c'est aussi les Jeux Olympiques de Tokyo. Une 30e médaille en bronze a été décrochée par la délégation tricolore. C'est en cyclisme. Et puis vous le voyez, les basketteuses tricolores s'offrent de leur côté le bronze aussi, quelques heures après l'argent des hommes face aux États-Unis. C'est donc un 4e samedi de manifestation anti-pass sanitaire. Aujourd'hui, les anti-vaccins défilent aussi de nouveau à Paris et dans de nombreuses autres villes de France où l'on attend entre 150 000 et 200 000 personnes. Ils étaient 201 000 précisément samedi dernier selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Nous allons suivre tout au long de l'après-midi cette mobilisation ici en plateau et sur le terrain avec nos reporters dont vous n'entendrez pas les noms aujourd'hui par mesure de sécurité après que nombre d'entre nous, journalistes de BFM TV, de l'AFP, de RTL ou d'autres rédactions encore se sont fait agresser physiquement ou verbalement. Nous avons décidé avant tout de protéger nos journalistes. On va retrouver tout de suite, sans plus attendre, à Paris, dans la manifestation, un premier cortège qui s'était lancé à 12h30 avec l'un de nos reporters. Dites-nous, là, il est 14 h, comment ça se passe à Paris ? Eh bien, écoutez, tout se passe très tranquillement sur cette manifestation organisée par les Gilets jaunes qui est partie du pont de Neuilly, du métro pont de Neuilly pour aller jusqu'à Châtelet et qui est désormais avenue des Ternes dans le 17e arrondissement. Il faut dire qu'il y a un important dispositif de sécurité. Le cortège est entièrement encadré par des gendarmes à droite, à gauche, devant et derrière. Et c'est un cortège qui s'étend sur 4 ou 100 mètres, peut-être un peu plus, relativement compact. Il y a un peu moins de monde que la semaine dernière. Il doit y avoir entre 2 et 3 000 personnes aujourd'hui dans les rues de Paris sur ce cortège précisément. Les revendications sont les mêmes. Ils sont contre la mise en place de ce pass sanitaire, contre l'obligation de vaccination pour les soignants. Ce que l'on entend, c'est le chant que l'on entend depuis 4 samedis. C'est liberté, 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 parce que pour certains, ça outrepasse les libertés individuelles. C'est ce que l'on entend dans ce cortège. Beaucoup de chants hostiles aussi au président de la République, au gouvernement, au ministre de la Santé, Olivier Véran. Voilà ce que l'on voit sur les pancartes et on entend aussi beaucoup de chants de gilets jaunes qu'on entendait lors des manifestations de gilets jaunes qu'il y a depuis à peu près un peu plus de 3 ans maintenant. Merci, voilà pour ces donc toutes première précision sur cette manifestation parisienne dans l'un des cortèges, donc l'un des 4 déclarés dans la capitale. Avec nous
sur ce plateau de BFM TV. Marion Pariset, bonjour. Vous êtes secrétaire générale et fondatrice du think tank Le Millénaire. Benjamin Comboulive, bonjour. Vous êtes secrétaire national en Ile-de-France d'Alternative Police SFDT. Et docteur Pierre Squara, merci d'être avec nous également. Vous êtes chef du service de réanimation à la clinique Ambroise Paré de Neuilly-sur-Seine. Je vais peut-être me tourner vers vous, monsieur Comboulive, tout de suite. On attend, c'est pas qu'on attend, c'est que 3000 forces de l'ordre sont prévues dans la capitale aujourd'hui, policiers, gendarmes. C'est donc une manifestation d'ampleur égale, ou peu ou prou égale à celle de la semaine dernière. On n'attend pas plus de débordements que cela. Écoutez, il y a effectivement 3000 policiers et gendarmes qui sont en place pour encadrer cette manifestation, c'est-à-dire pour sécuriser à la fois les manifestants eux-mêmêmes, mais aussi les riverains, le commerce alentour, tous les sites sensibles. On sait que les Champs-Élysées sont interdits par un arrêté préfectoral aux manifestants. C'est 135 € d'amende pour ceux qui essaieraient de s'introduire dans le secteur. Cette manifestation, on la regarde forcément avec sérieux, puisque la semaine dernière, notamment à Paris, on a eu 26 interpellations, 3 blessés parmi les forces de l'ordre, des gens qui ont été interpellés pour des violences, pour des outrages, des rébellions, certains avec des engins explosifs sur eux, des engins incendiaires. Donc oui, on sait qu'il y a au moins, pour partie, une frange radicale, potentiellement violente, dans ce mouvement. Donc là, on a le dispositif qui permet de l'encadrer. Jusqu'à présent, il n'y a pas de heurt particulier, tant mieux, mais il y a une particulière vigilance des forces de l'ordre. C'était d'ailleurs une note que BFM TV a pu consulter, une note des renseignements territoriaux qui prévoyait le nombre de manifestants estimés aujourd'hui et qui dit notamment qu'il y a beaucoup de familles dans ces cortèges. Il y a d'ailleurs, selon les estimations aussi des renseignements, seulement 10% de gilets jaunes parmi ces manifestants. Il s'agit donc là aussi de protéger évidemment les forces de l'ordre, mais les manifestants, a fortiori les familles, puisqu'il y a des enfants aussi. C'est ça, c'est-à-dire les gens qui composent ces manifestations. Vous savez, il n'y a aucune manifestation qui est parfaitement homogène avec les manifestants qui la composent. Mais là, particulièrement sur ce mouvement-là, vous avez une convergence de bien des colères, de bien des revendications, qui fait qu'il est délicat d'établir un profil type. Et nous, notre action, ça va être aussi de savoir faire le distinguo entre les manifestants qui sont là, comme les familles auxquelles vous faites allusion, pour exprimer une crainte, une appréhension face à ce qu'ils estiment être un changement de système, une peur par rapport à l'avenir. Là, il y a un travail de pédagogie qui est à faire, mais il est politique, il n'est pas policier. Et puis, les manifestants qui, eux, vont se servir de ces revendications prétendument sanitaires comme prétexte pour se livrer à des violences. Docteur Pierre Squara, quand vous voyez ces manifestations répétées, on est au 4e week-end de manifestation et parallèlement la situation qui se dégrade dans les hôpitaux, comment est-ce que vous réagissez? J'espère que toutes les mauvaises humeurs, il faut qu'elles s'expriment. Donc j'espère que ces manifestations vont servir de déversoir, de catharsis à toutes ces mauvaises humeurs, et que pour l'essentiel, ces manifestants vont écouter le bon sens, et en dehors de la frange radicale dont vous parliez, vont comprendre qu'il est de leur intérêt de se faire vacciner. Et je dois dire que j'ai été surpris par le niveau même de désinformation dans les hôpitaux. On a été obligé de faire de la pédagogie à des infirmières qu'on considérait comme pourtant parfaitement informées, en se rendant compte à quel point les informations se prenaient maintenant sur les réseaux et à quel point même une infirmière pouvait être sensible à la désinformation. Je vous propose de regarder ce sondage qui est apparu dans le journal Les Échos il y a quelques jours et qui nous montre que 37% des Français aujourd'hui approuvent la mobilisation. Alors approuvent, ça veut dire précisément soutiennent la mobilisation anti-pass ou bien ont de la sympathie pour ceux qui défilent. 48% des Français, vous le voyez, donc s'y opposent. Marion Pariset. Des manifestations aujourd'hui, mais donc on le voit, qui ne reflètent pas le sentiment d'une majorité de la population. C'est vrai qu'on voit une évolution qui est intéressante parce qu'elle montre aussi indirectement que Emmanuel Macron arrive à gagner petit à petit. J'ai l'impression à ce stade, bien sûr, il faut toujours garder beaucoup de réserves sur ce type d'informations, arrive petit à petit à gagner son pari qui est finalement de faire vacciner le plus de personnes et de faire adopter cette mesure qui certes soulevait beaucoup de craintes et d'anticipation. Il faut comprendre que dans ces manifestations, il y a vraiment des profils très différents. On a des gens qui sont là qui sont anti-vaccins et qu'on ne convaincra pas dans tous les cas, et il y a des personnes qui sont prêtes à être convaincus si tant est qu'on arrive à
faire passer tous les arguments qui sont en faveur de la vaccination. Aujourd'hui, la difficulté qu'il va y avoir, c'est de voir comment ce mouvement arrive à évoluer. Est-ce qu'il arrive à passer le mois d'août, qui est quand même le mois le plus creux et le plus difficile pour une manifestation, pour mobiliser? Et est-ce qu'en fin du mois d'août, on voit d'autres mouvements s'y agréger? À partir de là, peut-être qu'on peut avoir une nouvelle dynamique à partir de la rentrée avec les jeunes, avec les syndicats qui pourraient venir agréger leurs propres revendications, parfois sur d'autres thématiques beaucoup plus larges que le vaccin. Comment arriver à convaincre, selon vous? On voit quand même que la manifestation se poursuit. Comment est-ce que, selon vous, comment est-ce que l'exécutif peut-il arriver à convaincre? Est-ce que, par exemple, les vidéos faites sur les réseaux sociaux par Emmanuel Macron marchent? Alors Emmanuel Macron, il a pris en main sa communication dans ce sens-là. C'est aussi caractéristique de ce quinquennat, avec une communication très directe qui se veut immédiatement adressée aux Français, qui a ses avantages mais qui a aussi ses inconvénients. On peut considérer que le recours de plus en plus récurrent à la manifestation, c'est aussi une conséquence de l'affaiblissement des corps intermédiaires. Les Français ne sentent plus qu'il y a d'intermédiaires pour les représenter. Ils veulent s'adresser directement au président. Aujourd'hui, est-ce que la prise de parole du président est suffisante? Je ne pense pas, parce qu'elle s'adresse là encore à un public qui est très particulier, plutôt des gens qui vivent dans des villes, plutôt des gens qui ont un niveau d'éducation assez élevé, qui sont déjà les gens principalement convaincus. Aujourd'hui, il faut aller au-delà, il faut aller plus près des personnels. On parle du fait qu'on a un certain nombre de jeunes qui sont hospitalisés. Il faudrait par exemple peut-être pouvoir entendre des témoignages de ces jeunes qui convaincraient ou qui arriveraient à parler directement à leurs propres camarades finalement. On va retourner voir ce qui se passe sur le terrain, dans les rues parisiennes avec notre reporter. Vous êtes dans un des 4 cortèges déclarés dans la capitale. Et pour le moment, ce que vous nous dites, c'est que c'est calme. Oui, absolument. C'est très calme. C'est surtout très bien encadré par les forces de l'ordre. Aujourd'hui, comme c'était le cas d'ailleurs la semaine dernière sur ce genre de manifestation où les renseignements pensent qu'il peut y avoir des troubles à l'ordre public, et bien là, il y a des policiers, des gendarmes, surtout des gendarmes mobiles, qui encadrent le cortège depuis le départ de ce dernier. Il y en a devant des gendarmes, ce cortège, à droite, à gauche, et c'est eux qui donnent le tempo pour que le tracé soit suivi, pour pas qu'il y ait de manifestation sauvage, parce que nous sommes dans un quartier relativement sensible. On est juste à côté des Champs-Élysées, là où il est interdit de manifester. La manifestation est partie aux alentours de 13h de Pont-de-Neuilly, et bien la manifestation est en ce moment dans le 17e arrondissement, au croisement de l'avenue des Ternes et du boulevard PR. Ce qui est très intéressant aussi, sont les personnes qui forment ce cortège. C'est un cortège très hétéroclite avec une grande majorité de gilets jaunes qui sont d'ailleurs à l'initiative de cette manifestation. Et ce que l'on voit, c'est donc beaucoup de personnes avec des gilets jaunes, avec les revendications aussi des gilets jaunes. On croise aussi quelques infirmières qui ont inscrit sur leur blouse qu'elles portent pendant cette manifestation qu'elles sont contre l'obligation vaccinale. On voit des personnes qui ont des pancartes un peu plus complotistes. Et voilà, c'est un cortège très hétéroclite, et on a l'impression, quand on suit ce cortège, que des gilets jaunes ont trouvé le pass sanitaire comme une nouvelle façon de se mobiliser contre le gouvernement et contre le président de la République. Voilà un peu l'idée et l'ambiance de ce cortège en ce moment dans les rues de Paris, qui prend la direction de la place du Châtelet, là où elle devrait arriver, et là où les manifestants seront dispersés aux alentours de 19h. Merci beaucoup. Benjamin Camboulive, on peut s'attendre à moins de violence, voire pas du tout, par rapport au week-end dernier? C'est calme pour l'instant. Pour l'instant, c'est calme. Les violences, elles peuvent venir de 2 manières. C'est soit intrinsèque au mouvement. C'est-à-dire que vous avez certains éléments, et c'est le cas du mouvement Antipass, on l'a vu la semaine dernière, c'est certaines personnes qui portent les revendications qui peuvent céder aux violences, ou alors, un peu comme on l'a connu il y a 2 ans avec les Gilets jaunes, des mouvements de grande ampleur, au sein desquels peuvent s'immiscer des groupuscules violents comme les Black Blocs que nous avions à l'époque. Ça, c'est quelque chose qu'on a à l'œil, à l'esprit. Pour l'instant, l'ampleur du rassemblement ne permet pas que ça se passe de cette manière-là. Mais ce à quoi faisait allusion votre journaliste, c'est intéressant, c'est la différence entre les manifestations qui sont déclarées à la préfecture de police. Aujourd'hui, on en a 4 à Paris, qui supposent une organisation bien cadrée, bien définie, un horaire de départ, un lieu d'arrivée, un lieu de dispersion, une manière de circuler sur la chaussée. Tout ça est encadré, tout ça est autorisé. Donc là, dans ce cadre-là, il
n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et à côté de ça, vous avez des rassemblements sauvages qui sont beaucoup plus propices à ce que ça se termine en conflit avec les forces de l'ordre, qui par définition sont interdits. Là, spécifiquement aujourd'hui, on a des dispositifs mobiles avec des effectifs qui sont prévus pour procéder aux dispersions dès que nécessaire. Et l'un des objectifs majeurs de la préfecture de police de Paris aujourd'hui, comme la semaine passée, c'est éviter évidemment tout rassemblement et toute convergence des cortèges vers les Champs-Élysées qui seront absolument, on le rappelle... l'arrêté préfectoral qui interdit tout accès pour les manifestants. Absolument, interdit aux manifestants aujourd'hui. On va faire un point, tiens, à présent sur ce que c'est dans le fond ce pass sanitaire, ce contre quoi manifeste aujourd'hui ces milliers de personnes dans les rues de Paris. Le pass sanitaire, on le rappelle, a été validé par le Conseil constitutionnel. Il sera le Conseil constitutionnel qui a donc validé, vous le voyez, le pass sanitaire ainsi que l'obligation vaccinale pour tous les soignants. Le pass sanitaire qui sera aussi désormais obligatoire dans certains centres commerciaux, mais là ce sera à l'appréciation au cas par cas, dans les grands centres commerciaux, pass sanitaire aussi dans les cafés et les restaurants, y compris dans les terrasses des cafés et des restaurants, ainsi que dans les hôpitaux, si pas d'obstacle à l'accès aux soins, autrement dit, sauf en cas d'urgence. Peut-être à ce propos, justement, docteur Pierre Squara, je me tourne vers vous, et la situation, là où vous travaillez, à Neuilly-sur-Seine, dans votre service de réanimation, est-ce que vous constatez, là aussi, comme partout, l'augmentation du nombre d'admissions de cas Covid? Non. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis responsable d'une réanimation spécialisée qui ne prend pas en charge habituellement des maladies infectieuses, des pneumonies et des Covid. Donc on arrive en général en deuxième rideau quand les hôpitaux commencent à être saturés. D'abord on sature les réanimations traditionnellement dédiées à cela. Ensuite on fait appel au privé. Et puis ensuite on crée des réanimations éphémères dans le public et dans le privé. Donc on n'en est pas à ce stade-là. Aujourd'hui on a 1500 malades en réanimation dans toute la France pour 20 000 lits en soins critiques, pour 20 000 lits de soins critiques, même s'il y en a une partie qui sont fermés à cause des vacances. Le Covid n'occupe pas plus que 7, 8, 10% en masse globale des soins critiques. En revanche, il y a une grande hétérogénéité, et dans le sud de la France, dans la région Occitanie, dans la région PACA, pour ne pas parler de la Guadeloupe où ils sont déjà saturés, nous avons des services de réanimation qui commencent à être tendus. PACA et la Corse, bien sûr. Vous redoutez la mise en place de ce pass sanitaire? Comment est-ce que vous vous organisez? Vous voulez dire à l'intérieur de notre établissement? Mais ça fait longtemps que le pass sanitaire est en place. C'est-à-dire chez nous, les malades ne viennent pas s'ils n'ont pas une PCR négative ou s'ils n'ont pas un vaccin, sauf évidemment s'il s'agit d'urgence. Ce débat entre, je veux dire, aucun médecin ne niera l'urgence et ne renoncera à soigner quelqu'un pour des raisons de passe sanitaire. Mais donc, nous, c'est déjà en place pour les familles, c'est déjà en place pour les patients, et c'est déjà en place pour le personnel, qu'il soit médical ou paramédical. Donc ça ne changera rien. Et je dois dire que pour rentrer de vacances depuis une semaine, j'ai vu sur les plages, dans les parcs d'attractions, dans les hôtels, les restaurants que j'ai fréquentés, que finalement présenter son QR code. La plupart des restaurants, maintenant, les menus sont avec un QR code. Vous montrez votre QR code, vous flashez le QR code du restaurant, c'est pas plus compliqué que ça. Donc je comprends qu'il y ait des endroits où ça va poser des problèmes, dans les centres commerciaux, dans certains commerces, bien sûr, mais enfin... On est dans une situation critique. Il faut assumer collectivement ces problèmes, les gérer au mieux, avec intelligence. Le jeu en vaut la chandelle. Il y a un certain nombre de morts à éviter et un certain nombre de morts stupides à éviter. Parce qu'à partir de maintenant, ces morts-là, on ne doit pas les avoir. On sait que, pour les gens vaccinés, la probabilité de se retrouver en réanimation est divisée par 10. Donc voilà, il faut qu'on assume collectivement ces petites contraintes. Marion Parizet, on rappelait tout à l'heure ce que le Conseil constitutionnel a validé. Le Conseil constitutionnel, en revanche, a censuré la possibilité de licencier en cas de non-pass sanitaire, quelqu'un qui est en CDD, en contrat d'intérim. Bon, on estime là, on imagine en tout cas, qu'une décision différente aurait peut-être mobilisé encore plus, en tout cas mis de l'huile sur le feu. Oui, sans doute. Surtout que cette décision, si elle avait été confirmée, risquait de créer un précédent assez lourd en termes d'ajout d'une condition pour le licenciement, qui, dans le changement du droit du travail, est quand même assez imposant, avec des conséquences
qui sont assez mal contrôlées, ce qui a, je pense, mené à la décision du Conseil constitutionnel. Donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, avec cette décision, je vous rejoins totalement sur la question de l'applicabilité. On est sur une applicabilité aujourd'hui qui est relativement bonne de cette mise en place du pass sanitaire, mis à part que, en effet, ça quand même impacte les coûts pour tous les commerces, restaurants et autres qui En vont termes avoir, d'organisation. voilà, en termes d'organisation, à mettre en place ce pass sanitaire. Mais derrière, c'est bien la question de l'acceptabilité qui fait mener ces manifestations. Acceptabilité non seulement en termes de liberté, mais derrière, le principe d'égalité qui est ressenti comme étant mis à mal. Donc, que devrait faire le gouvernement, l'exécutif, selon vous ? Alors, dans ce sens-là, il y a la question, évidemment, de mettre en place la vaccination obligatoire pour tous. De mon point de vue, à ce stade, ça n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est principalement arriver à un niveau de vaccination qui soit suffisant pour que la rentrée puisse se passer dans des bonnes conditions et que nous n'ayons pas à aller plus loin dans les mesures. Aujourd'hui, il y a un enjeu sur l'acceptabilité. Pourquoi ? Parce que nous avons aussi la menace qui est mise d'avoir les tests payants à partir d'octobre prochain. Mettre les tests payants, ça serait extrêmement compliqué, avec un effet de contre-productif sensible, parce que potentiellement les gens refuseraient d'aller se faire tester et on aurait peut-être plus de cas de Covid qui passeraient inaperçus. Mais cette menace, peut-être qu'on aura besoin d'y arriver si jamais, justement, on n'arrive pas à avoir un niveau de vaccination suffisant d'ici. Benjamin Camblive, la mise en place de ce pass sanitaire dans les nouveaux lieux, j'allais dire, où il va s'appliquer, c'est dès lundi. Je pense par exemple au contrôle du pass sanitaire, le contrôle d'identité de certains. Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que vous êtes suffisamment nombreux? A priori, non. Donc on se dit que les contrôles, ils vont être aléatoires, c'est ça? De toute façon, ça ne peut fonctionner que comme cela. Parce que si vous voulez, nous sommes convaincus du bien fondé des mesures actuelles qui nous permettent, parce que c'est de toute façon le seul levier que l'on a, la vaccination et puis ces mesures sanitaires, pour essayer de sortir de 18 mois de crise sanitaire qui nous ont tous impactés, la police nationale d'ailleurs fortement impactée par la Covid. Donc on est convaincu du bien fondé de ces mesures, mais on ne peut pas, bien entendu, mettre un policier à chaque lieu de contrôle nécessaire. Parce qu'on le rappelle d'ailleurs qu'il n'y a que les policiers et les gendarmes qui sont en capacité légale de contrôler l'identité de quelqu'un. Et de sanctionner le moment venu. Néanmoins, il y a un travail qui peut être fait par chaque restaurateur, ça se fait, mais ils ont des difficultés qui sont propres à leur métier. Je les entendais expliquer que vous pouvez mettre ça en place pour des gens qui viennent manger, que pour le monsieur qui vient prendre un café et qui part, ils peuvent pas passer leur temps à faire ça. Donc ils vont avoir des difficultés à ce niveau-là. Il y aura des contrôles de police qui seront faits, néanmoins pour maintenir cette exigence-là avec toute la lucidité, tout le discernement dont sauront faire preuve mes collègues pour s'adapter aux différentes situations. Comment lutter contre les faux passes sanitaires? On imagine qu'il y en aura. Mais il faut qu'on nous donne des moyens de contrôle suffisants. Donc ça, il faut laisser le temps au dispositif de se mettre en place et que l'on ait en effet cet outil. Après, vous n'avez pas encore assez les moyens pour l'instant? Alors, pas parfaitement. Néanmoins, ce que j'ai vu, par exemple, c'est qu'il y a l'âge qui est indiqué sur les faux passeports sanitaires. Donc, si vous vous présentez en me disant que vous avez 70 ans, j'aurais du mal à vous croire. Ça va dépendre de chaque situation. On fait avec les moyens du bord dans un premier temps, et puis ça va s'adapter pour qu'on soit parfaitement opérationnel. Il faudrait quoi comme moyen supplémentaire? Qu'on puisse le scanner, par exemple, pour avoir la certitude qu'on a affaire à la bonne pièce. Docteur Squara, on parlait tout à l'heure avec Marion Parizet de la vaccination obligatoire et pour tout le monde. Pour vous, il faut y venir ou pas? Alors, je n'ai pas donné j'ai pas d'opinion là-dessus. Moi, ce que je sais, c'est qu'il faut parvenir à une immunité collective. Savoir s'il faut procéder à la vaccination obligatoire, ça pose la question de savoir comment on ira contrôler, et pour quelqu'un qui refusera de se vacciner, est-ce qu'on enverra la police, le GIGN pour le ramener de force dans un centre de vaccination? Donc en fait, comme toujours, dans toute décision, ce qui pose problème, c'est les borderline. Donc est-ce qu'il vaut mieux décider d'une vaccination obligatoire en se demandant comment on va faire pour les récalcitrants, ou est-ce qu'il vaut mieux rendre la vie difficile à ceux qui ne se vaccinent pas en tablant sur leur bonne volonté et leur bonne intelligence pour qu'ils se vaccinent? Ça, c'est aux experts des mouvements de population, en fait, greffe, c'est aux experts politiques, dont c'est le métier de faire le choix entre ces deux contraintes. Mais la vaccination obligatoire des soignants, en revanche, on la comprend? Je crois qu'ici, il y a au moins 3 mois, j'ai dit que pour moi, quelqu'un qui ne se vaccinait pas n'était pas soignant. Comment vous pouvez
D'abord, il y a deux raisons. Comment vous pouvez accepter de soigner quelqu'un en lui apportant la mort? Et c'est arrivé chez moi, c'est pas virtuel. Des gens ont attrapé le Covid et en sont morts. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut pas être soignant et remettre en cause le consensus scientifique. Quand vous êtes soignant, vous allez donner à un patient des médicaments dont la plupart ont eu une validation bien moins grande que la vaccination. C'est-à-dire que nous donnons aujourd'hui un médicament beaucoup plus sûr que tous ceux qu'on a en magasin. Alors, comment vous pouvez accepter de donner à un patient un médicament incertain et refuser pour vous la science qui vous dit que la vaccination est très sûre? C'est un problème philosophique. C'est un problème philosophique. On en reparle dans quelques minutes. Restez avec nous sur BFM TV. On suit toute cet après-midi ce 4e samedi de mobilisation à Paris et partout en France. À tout de suite. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Nouveau week-end de départ en vacances. Aujourd'hui, vous le voyez, c'est rouge sur les routes au niveau national. C'est même noir en Rhône-Alpes, orange dans le sens des retours et rouge sur tout l'arc méditerranéen. Vous voyez le trafic déjà chargé sur l'A13 près de Caen dans le Calvados. C'était votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en live ou en replay, toutes les chaînes RMC BFM sont réunies sur la toute nouvelle plateforme à la demande RMC BFM Play. Où que vous soyez, partout, tout le temps, quand vous voulez. RMC BFM Play, s'informer, découvrir, explorer, disponible gratuitement sur mobile, tablette et web sur rmcbfmplay.com. D'habitude, le 15 août, c'est plutôt ça. Cette année, le 15 août, ce sera ça. Et oui, jusqu'au 15 août, exceptionnellement, Comme J'aime vous offre un bon d'achat de 30 €. Oui, 30 € avec le code 15 août. Et vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel programme. Au revoir les excès des vacances et bonjour le retour express à votre plateforme. Alors n'attendez plus, rendez-vous tout de suite sur le site commej'aime.fr pour bénéficier de votre bon d'achat de 30 € avec le code 15 août. Commej'aime.fr et surtout, n'oubliez pas le .fr. Embarquez avec la première brume déodorante Ushuaïa certifiée bio à la vanille de Madagascar. C'est ici que nous cultivons notre vanille bio. Formule 99% d'origine naturelle, diffusion à l'air plus respectueuse de la planète pour 24 heures d'efficacité. Nouvelle brume déodorante Ushuaïa certifiée bio. Ushuaïa, engagée par nature. Combien vaut votre voiture? Chez vendezvotrevoiture.fr, vous recevez votre prix garanti. Entièrement en ligne, entièrement gratuit. Déposez simplement votre voiture dans n'importe quelle agence vendezvotrevoiture.fr et recevez votre offre maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Nous, on ferait n'importe quoi pour rester à la maison. Avec Alliance Piscine, partez en vacances toute l'année sans bouger de chez vous. Et pour 1 € de plus, votre piscine avec chauffage connecté. Chez Emma, nous savons que personne ne dort dans la même position. Trouver un matelas qui convient à tous peut se révéler impossible, jusqu'à aujourd'hui. Emma, le matelas pour tous. Essayez-le pendant 100 nuits, livraison et retour gratuit. Dormez mieux, dormez heureux. Emma.fr. Ça, c'est Marc. Ça, c'est son jardin. Joli, le jardin. Et ça, c'est sa borne anti-moustique connectée Kista, qu'il peut contrôler avec ça, pour que dans son jardin, il y ait beaucoup moins de ça, grâce à ça. Du coup, Marc est content, et nous aussi. Rendez-vous sur kista.com. Help me decide whether to climb a hill or shoot for the moon.
Découvrez les îles Grenadines en catamaran Catlante et réservez votre croisière dès maintenant sur catlante.com. Matchpoint, la nouvelle eau de parfum pour hommes, Lacoste. Trop chaud? Ventilez votre intérieur en regardant la météo avec le purificateur d'air Dyson. Et c'est un temps bien maussade pour ce samedi sur de nombreuses régions. Une vigilance est même d'ailleurs en cours sur 3 départements en raison de ces précipitations soutenues, orageuses. Donc sur l'Isère, sur la Savoie, sur la Haute-Savoie. C'est surtout ces précipitations qui peuvent arriver en très peu de temps et apporter de très forts cumuls. Vraiment soudainement, les sols sont saturés, les cours d'eau sont déjà très hauts. Donc soyez extrêmement prudents sur ces départements. On a une dépression sur l'Écosse et dans le même temps, on a de l'air plus chaud qui remonte du Sahara. Résultat, on a ce conflit de masse d'air qui apporte ces précipitations. Donc vraiment comme prévu, de la vallée du Rhône, tout cela remonte vers le département du Rhône, donc vers l'Isère, vers les Savoies également et jusque sur l'Alsace. Donc des orages, des précipitations orageuses et donc ces forts cumuls, on peut avoir sur les départements concernés par la vigilance jusqu'à ce soir de l'ordre de 60 à 70 mm. À l'arrière, c'est un régime d'averse après le passage de cette dégradation. Et puis demain, on va retrouver quand même une petite amélioration sur les régions du sud, notamment un temps plus ensoleillé. Au nord, ça reste encore assez instable et dans le courant de l'après-midi, on va conserver ces belles éclaircies sur les régions du quart sud-est notamment. C'était la météo avec Dyson. Ventilez votre intérieur avec le purificateur d'air Dyson. Voilà, il est bientôt 14h30. Bienvenue si vous nous rejoignez. Évidemment, on continue de suivre sur BFM TV les manifestations un peu partout en France. Un vent de colère, toujours là. La validation par le Conseil constitutionnel n'a manifestement rien enlevé à la détermination des antipasses. Les services de l'intérieur s'attendent à une mobilisation identique à la semaine dernière. Ils étaient près de 200 000 selon les chiffres du gouvernement. 150 rassemblements sont prévus aujourd'hui dans toute la France. Vous le voyez, à Paris, mais aussi à Montpellier. On va en parler avec nos invités en plateau et nos équipes sur le terrain. Justement, on rejoint l'un de nos reporters dans une des 4 manifestations parisiennes. Est-ce que c'est toujours aussi calme? Il est 14h30. En fin de cortège, une manifestation qui s'était lancée de Neuilly il y a à peu près 1h30 et qui est désormais dans le 17e arrondissement, boulevard Pereire. On a compté à peu près 2500 personnes environ dans le cortège cet après-midi, qui se déroule, oui, tout à fait dans le calme, notamment avec un encadrement de gendarmes à l'avant de la manifestation, à l'arrière et sur les côtés. Les manifestants qui disent tout le mal qu'ils pensent de ce pass sanitaire. Une grande majorité d'entre eux font partie de ceux qui manifestaient déjà lors des manifestations des gilets jaunes. On compte beaucoup de gilets jaunes et la particularité à l'arrière du cortège, c'est qu'on voit également beaucoup de familles, beaucoup d'enfants qui sont présents avec leurs parents. Et sur les pancartes, on peut voir que ce qui ne plaît pas aux manifestants, c'est notamment la vaccination obligatoire pour les enfants. Ils craignent qu'elle devienne obligatoire pour les jeunes enfants. C'est ce qu'on peut lire un petit peu sur les pancartes. Le cortège qui a été déposé auprès de la préfecture de police de Paris prévoit à peu près 10 km de parcours avec une arrivée prévue au niveau de Châtelet et une dispersion qui devrait se passer aux alentours de 19h. Voilà, merci pour ces précisions. Donc, dans l'un des cortèges parisiens, l'un des 4 cortèges déclarés dans la capitale à Paris. Benjamin Camboulive, merci d'être toujours avec nous sur BFM TV. Vous êtes secrétaire national alternatif police, CFDT pour l'Île-de-France. Les services de renseignement, pour aujourd'hui, estimaient en tout cas un 4e de samedi de mobilisation plutôt bon enfant,
avec toutefois, évidemment, des risques de débordement. C'est évidemment, à quoi il faut s'attendre, comme on l'a vu la semaine dernière. Vous savez, on n'est pas dans la crainte, encore une fois, on est dans la préparation. Là, en se basant sur la semaine dernière, on a vu qu'il y avait eu des événements de violence au sein de ces manifestations anti-pass. Là, ça se passe bien parce qu'il y a un gros dispositif et que, en tout cas, pour l'instant, les éléments radicaux n'ont pas l'occasion de s'exprimer. Donc ça, c'est très positif. Après, il y a quelque chose que je voudrais peut-être dire, c'est qu'il faut s'interroger sur le traitement médiatique qui est fait de ces manifs anti-pass. Parce qu'il ne faut pas se laisser duper par les images. Là, on parle grand maximum de 200 000 personnes au niveau national. Mettons ça un tout petit peu en comparaison avec, je crois que c'est 37 millions de Français maintenant qui ont leur 2 doses de vaccin, plus de 43 000 qui ont la première. Absolument, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. De toute mettre les façon, choses en perspective. Absolument. 37% des Français disent aujourd'hui soutenir ou avoir de la sympathie pour ce mouvement, une minorité. C'est ça. Et je pense que pas trop de publicité gratuite et parler potentiellement un petit peu plus des quelques 112 000 familles endeuillées en France par la Covid. Parce que ce discours-là, cette douleur-là, qu'on n'entend pas, et c'est peut-être un petit peu dommage, elle pourrait donner du sens aux mesures qui en ce moment sont appliquées et donner du crédit aux forces de l'ordre qui veillent à leur respect. Alors justement, docteur Pierre Squara, des familles endeuillées, on imagine que vous en voyez. Des familles, oui, c'est même le plus difficile. Les patients, souvent, ils sont dans le coma, on fait notre métier, mais les familles sont difficiles à gérer. Surtout quand on a des cas dramatiques. Moi, j'ai vu un père dire à son fils, si j'en suis là, c'est de ta faute. J'invite les jeunes qui considèrent que la vaccination les concerne pas à méditer sur ce cas. Je voudrais, si j'ai une seconde, 37% de la population qui regarde avec sympathie ces manifestations, moi je trouve ça très préoccupant. Parce que ça veut dire que finalement n'importe quelle manifestation dont on peut penser qu'elle est scientifiquement stupide entraîne 37% d'adhérence dans notre collectivité. Ça revient sur ce que vous disiez tout à l'heure, on a l'impression qu'il y a une espèce il y a une dimension identitaire dans ces manifestations. On manifeste finalement pour appartenir à une communauté, la communauté de ceux qui ne se reconnaissent dans aucun corps intermédiaire. Et cette dimension-là, on a l'impression qu'elle va grandir jusqu'en septembre, où elle pourrait agréger d'autres personnes et remettre en cause la politique sanitaire. Et pour des médecins qui vont attendre la rentrée avec beaucoup d'inquiétude, je vous rappelle qu'il y a 4 millions de personnes à risque qui ne sont pas vaccinées. Il y a 20 000 lits de soins critiques en France. S'ils arrivent tous le même jour, on ne va pas y arriver. Or, c'est ça la particularité de ce variant, c'est qu'il est très, très, très contagieux. Donc même si on est sauvé pour l'instant par la grande proportion de vaccinés, j'invite à regarder ce qui se passe en Floride, où il y a à peu près autant de vaccinés que nous, mais il y a un afflux de malades massifs, et pour l'instant, ils ont beaucoup de mal à y faire face. Vous avez le sentiment en tant que médecin que le discours médical, l'autorité médicale, l'autorité du médecin, elle est de moins en moins entendue ? L'autorité scientifique est même pas entendue à 100% dans nos hôpitaux. On a une frange d'irréductibles. Et parmi ces irréductibles, il y a ceux qui veulent manifester leur opposition au gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a une dimension politique dans cette affaire, et il y a une dimension obscurantiste aussi, ceux qui ne vont pas chercher d'autres sources d'informations que ceux que l'on voit dans les réseaux sociaux, où, comme vous l'avez dit, 1% de la population reprend 99% de l'espace. Et donc là, on a un vrai problème de transmission finalement de la vérité scientifique. Alors, on voit que la politique de notre gouvernement, et pas que du nôtre, de toute l'Europe, est en train de gagner de la crédibilité. Vous vous souvenez, lors de la première vague, on était un peu complexé vis-à-vis de Singapour, la Chine, ils avaient tout arrêté. En Australie, il n'y avait aucun cas. Non, ils avaient fermé leurs frontières. Certains d'entre nos hommes politiques ou nos femmes politiques recommandaient la fermeture des frontières, et ça n'a pas marché. On le sait maintenant. Donc ça redonne un peu de crédibilité à la stratégie qui a été mise en place. On va retourner voir ce qu'il se passe sur le terrain, et particulièrement à Lyon, avec l'un de nos reporters qui se trouve dans le cortège lyonnais. Comment ça se passe là où vous êtes ? Bonjour.
Alors, il y a beaucoup de monde finalement ce samedi, malgré la pluie toute la journée ici à Lyon. Il y a facilement plus d'un millier de personnes. Donc pour l'une des deux manifestations déclarées qui va de la place des Terreaux, donc au niveau de l'hôtel de ville, en passant par la préfecture et jusqu'à la place Bellecour. Et donc c'est donc la 4e semaine d'affilée aussi pour eux, avec toujours une forte mobilisation et toujours les mêmes revendications. Les slogans qui sont scandés depuis tout à l'heure, liberté, non au pass sanitaire, le pass sanitaire on n'en veut pas. Et donc ces manifestants qui se disent contre le pass sanitaire, mais aussi contre les suspensions de contrats de travail et de salaire, donc pour les personnels qui ne seraient pas vaccinés au 15 septembre. Mais en revanche, ils disent pour la levée des brevets des vaccins et pour, je cite, une vaccination consentie et éclairée. À noter qu'il y a une autre manifestation dans le même temps, elle aussi qui est déclarée donc en préfecture. Et donc c'est l'autre manifestation qui va de la place des Brotteaux jusqu'à la place Jean Massé et qui est certainement aussi assez nombreuse. Merci pour ce premier point de situation à Lyon. On va rejoindre tout de suite le docteur Claude Rambaud. Merci d'être présente. Vous êtes vice-présidente de France Assos Santé. Lorsque vous voyez ces manifestations et en parallèle la situation se dégrader dans les hôpitaux, comment est-ce que vous réagissez ? D'abord, je veux juste une petite précision. Je suis bien vice-présidente de France Assos Santé, mais je ne suis absolument pas médecin. Oui, effectivement, je porte la parole des associations qui nous réunissent. Eh bien, on est assez inquiet de ce qui se passe, mais il faut quand même le ramener, comme l'a dit, je crois tout à l'heure, Pierre Squara, à sa juste dimension. C'est-à-dire que, comparativement au nombre de personnes qui se sont vaccinées, c'est quand même une minorité, très heureusement. Et nous pouvons parfaitement comprendre qu'on veuille défendre la liberté, mais la liberté des uns n'est pas celle de détruire la santé ou la vie des autres. Donc, c'est de quelle liberté parle-t-on ? Et quand on dit, par exemple, comme je l'ai entendu dire dans les médias ce matin, y compris chez vous, que l'on va, par certains, que l'on va, par le biais de ce pass sanitaire contre laquelle on entend les manifestations aujourd'hui, surveiller les honnêtes gens, j'espère que les Français ne croient pas un mot de cette chose-là. Il ne s'agit pas de surveiller les honnêtes gens, il s'agit de surveiller la circulation virale. Et cette circulation virale, elle est extrêmement inquiétante pour tous les professionnels, mais aussi pour les Français. Claude Rambaud, on sait aujourd'hui que 87% des malades admis en service de réanimation ne sont pas vaccinés. Est-ce que aujourd'hui, ça fait partie des arguments qu'il faut mettre en avant pour convaincre les réticents ? Évidemment que ça fait partie. Donner des chiffres exacts, c'est très important. Dire qu'effectivement 87% en réanimation ne sont pas vaccinés et dans les autres, on sait que ce sont des gens, il y a des gens vaccinés, mais ce sont des gens qui sont atteints de pathologies, qui ont lésé ou qui ont une faiblesse du côté de leur réceptivité à la vaccination, comme les immunodéprimés, par exemple les transplantés, certains patients en chimiothérapie, etc. Donc qui sont aussi fragiles. Donc effectivement, ce taux de 87% de gens vaccinés, de gens non vaccinés, doit éclairer sans doute la décision de chacun. Mais je voudrais dire que la vaccination, on dit beaucoup que l'on se vaccine pour soi, pour ne pas se retrouver par exemple en réanimation, ou bien que l'on se vaccine aussi évidemment, et que l'on se vaccine aussi pour tous ceux que l'on aime, pour ses proches, pour sa famille, pour ceux avec lesquels on travaille. On se vaccine pour ne pas mettre en difficulté le système de santé et ne pas aller saturer effectivement ces unités de réanimation. Parce que si elles sont saturées, nous retournerons tous au confinement généralisé. Donc ça, c'est quand même embêtant. On se vaccine aussi pour ne pas détruire l'activité économique, évidemment. Mais il faut dire aussi une chose que l'on ne dit peut-être pas suffisamment. Il y a des médecins sur le plateau qui pourront reprendre ce propos. C'est qu'on se vaccine aussi pour ne pas faciliter l'émergence de nouveaux variants. C'est-à-dire que si l'on n'est pas vacciné, ce virus, eh bien, il vit sa vie, c'est un être vivant et il va soit avoir des déficiences du côté de sa formulation ARN, soit autre, et nous aurons des nouveaux variants. Et on peut avoir, personne ne le sait aujourd'hui, demain un nouveau variant qui pourrait être beaucoup plus grave et encore plus contagieux que celui-ci, qu'il est déjà énormément. Et puis on se vaccine aussi, je pense, ce pass sanitaire fait partie d'une mesure parmi d'autres, mais le vaccin, c'est très important pour éviter la 5e vague, parce que la 4e vague, ça y est, on est dedans. En tout cas, on rentre dedans.
Merci beaucoup Claude Rambaud d'avoir été avec nous, vice-présidente de l'association France Asso Santé. On va retourner sur le terrain tout de suite, voir ce qu'il en est à Paris avec l'un de nos reporters. Vous êtes en fin de l'un des cortèges. Comment est-ce que ça se passe alors que l'on voit en direct les images de ce cortège à Paris ? Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous voyez en direct sur BFM TV les images en direct de ce cortège parisien avec ces cartons, ces pancartes Macron, Véran, Castex. On a pu lire aussi Liberté, libérons la France. C'est ce que scandait Bonjour, bon vous êtes sur la messagerie de manifestants donc à Paris, et puis à Paris des manifestants qui manifestent aussi dans d'autres villes de France. Près de 200 000 personnes sont attendues aujourd'hui. Docteur Pierre Squara, on va revenir un peu avec vous. On entendait le docteur Claude Rambaud dire que la vaccination, c'est aussi pour ne pas faciliter l'émergence de nouveaux variants. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ce sera suffisant? La vaccination, c'est pour 3 choses. C'est pour soi, déjà, pour pratiquement tout le monde. Il y a eu 20 morts de moins de 20 ans. Depuis le début de cette épidémie. Ces 20 morts, c'est beaucoup plus que ce que donne que le risque du virus, du vaccin. Le vaccin Pfizer, on doit être à 0 mort. Quelques-uns AstraZeneca. Donc déjà, pour pratiquement toutes les tranches d'âge, il y a un bénéfice personnel. Ensuite, il y a un bénéfice pour ses parents, ses proches, ceux qu'on va évidemment côtoyer. Et je vous ai donné l'exemple dramatique que j'ai rencontré. Et puis, il y a, pour la collectivité, en effet, les variants, et contrairement à ce qui a été dit à certains endroits, les variants, ils sont nécessaires, enfin, ils sont obligatoires dans ce genre de virus, et sont dépendants du nombre de réplications du virus. Donc, plus le virus va se répliquer, plus il y a une chance qu'il y ait un bug dans la transmission et que ça crée un variant. Donc, moins il se répliquera, et plus il y aura, et moins il y aura de chances d'avoir de variants. Donc, elle a parfaitement raison. On va retrouver notre reporter dans l'un des cortèges parisiens. On l'a retrouvé, notre reporter. Expliquez-nous comment ça se passe là à 3h moins le quart. Est-ce que la situation est toujours la même? Oui, on a un petit peu avancé désormais. Le rythme est assez soutenu. On est avenue de Viguier dans le 17e arrondissement. Nous suivons toujours la fin de cortège qui est désormais assez long, plusieurs centaines de mètres. Tout à l'heure, on s'est arrêté sur le côté pour effectuer un petit comptage pour avoir une estimation du nombre de manifestants. On a compté 150 rangées de 15, donc on peut compter à peu près 2200 personnes présentes cet après-midi. Mais il faut bien signaler que c'est une manifestation parmi les 4 qui sont organisées dans Paris cet après-midi. Les semaines précédentes, on parlait, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, de 15 à 20 000 personnes. Il faudra voir un petit peu sur les autres rassemblements, additionner tout ça pour se rendre compte si c'est une mobilisation qui prend de l'ampleur ou pas. En tout cas, ici, c'est un rassemblement qui est organisé par les Gilets jaunes. On croise de nombreux visages qu'on a l'habitude de croiser lors des précédentes manifestations que l'on a pu couvrir en 2019, en 2020. Parmi les visages connus, il y a celui de Jérôme Rodriguez, qui est présent aujourd'hui plutôt en tête de cortège d'ailleurs. Et puis je vous le disais, en fin de cortège, ce qui est marquant, on l'entendait encore à l'instant, c'est que la revendication principale, elle concerne les enfants, et les manifestants qui sont présents ici, avec pour la plupart leurs enfants, demandent à ce que le pass sanitaire ne s'applique pas à leurs enfants. Liberté, 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 on l'entend en boucle depuis tout à l'heure, et depuis quelques minutes, on entend également un des slogans qui est... là aussi, en boucle, Macron, ton passe, on n'en veut pas. Ça fait à peu près un quart d'heure qu'il le répète sans cesse ici en fin de cortège. Merci beaucoup, on va vous retrouver tout au long de l'après-midi. Donc ce cortège parisien, Marion Parizet, je me tourne vers vous. La note du renseignement que BFM TV avait pu consulter hier, je crois, estimait qu'aujourd'hui, eh bien, parmi ces manifestants, on pouvait estimer qu'environ 10% d'entre eux étaient des gilets jaunes. Là, cette manifestation, elle est organisée, nous disait notre reporter, par des gilets jaunes, mais ça semble assez peu finalement, ce chiffre de 10%. Les personnes présentes sont bien plus... tout cela est bien plus hétérogène. Oui, beaucoup plus hétérogène que cela. C'est là où on retrouve aussi toute cette frange anti-pass, mais qui est significative parce que justement, on est là sur un
une thématique qui n'est pas juste une problématique sociale, économique directe, mais une question de valeur, de modèle de société dans lequel on le souhaite ou on ne souhaite pas vivre. Donc on a un mouvement qui prend quand même des allures très différentes et qui est aussi caractérisé par une donnée très claire qui est la fracture territoriale. Donc on a beaucoup plus de vaccinés dans les métropoles, la fracture sociale, beaucoup plus de vaccinés qui sont des catégories socio-professionnelles supérieures et intergénérationnel avec les jeunes qu'on sait beaucoup moins vaccinés. Donc on a un mouvement très mixte qui est d'autant plus difficile à prendre en compte puisqu'il est beaucoup plus difficile d'identifier clairement comment répondre à ces enjeux-là. Si la bascule continue en termes d'opinion publique, si on continue à avoir une baisse de l'approbation de ce mouvement, ce qui peut être le cas notamment si on assiste à des violences lors des cortèges. Si on a cette bascule qui se fait d'ici la fin du mois et que les cortèges baissent en intensité, on peut avoir, je pense, une extinction du mouvement. Mais, là encore, c'est très incertain. Comment est-ce qu'on analyse la présence d'hommes politiques dans ces cortèges? On sait qu'il y a les présidentielles bientôt. Oui, c'est un gros enjeu parce que justement, beaucoup de mouvements sociaux aujourd'hui sont en fait menés par ce que Brice Teinturier, le sondeur, appelle les plus rien à foutre, plus rien à faire. C'est des populations, des personnes qui sont finalement aujourd'hui déjà en déconnexion, qui ont décroché du système électoral classique et qui ne s'y retrouvent plus. C'est donc toute une partie de l'électorat qui représente une grosse part de l'abstention et qui du coup va être forcément courtisée à l'approche des présidentielles. C'était le cas déjà pour les Gilets jaunes. Une partie des manifestations, on avait vu notamment Jean-Luc Mélenchon qui avait été très présent sur les manifestations des Gilets jaunes. Là, c'est évident que l'enjeu est assez égal dans le sens où chacun va essayer d'y retrouver un peu d'électeurs en plus. Benjamin Camboulive, comment est-ce que concrètement la police encadre ces manifestations? Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on estime par exemple aussi de placer 3000 policiers et gendarmes aujourd'hui? Par expérience, vous savez, les manifestations, notamment à Paris, on en a largement l'habitude. C'est tous les jours qu'il y a des manifestations à Paris. Là, il faut que ça passe par une déclaration, encore une fois, auprès de la préfecture de police. On adapte les dispositifs. Et puis d'expérience, encore une fois, sur ce type de manifestation, on peut imaginer le type de rassemblement sauvage qu'on va avoir pour adapter, toujours avec une certaine marge de manœuvre, une certaine précaution, avoir les dispositifs qui sont suffisamment conséquents. Ce qui interpelle en effet, c'est la pluralité de revendications et la pluralité des profils. Et tout ça pour donner une convergence dans un discours anti-système au sens large. C'est pour ça que vous verrez non seulement les forces de l'ordre ciblées par les slogans, tout ce qui représente l'État et plus généralement tout ce qui représente le système. On a vu des pharmacies qui étaient prises pour cible, on a vu les médias, vous y faisiez allusion, qui ne pouvaient pas faire le travail convenablement. Donc il faut quand même prendre conscience que la frange, on va dire vraiment radicale de ce mouvement-là, n'a strictement rien de populaire. Au contraire, elle va contre l'intérêt général puisqu'elle freine des quatre fers devant les mesures qui nous permettraient de sortir de la crise. On sait combien les policiers et gendarmes ont été mobilisés tout au long des mois de manifestations des Gilets jaunes. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous vous préparez, cette possibilité que ça dure de nouveau dans le temps? Alors on s'y prépare, parce qu'il est vrai qu'il y a un parallèle entre les deux types de mouvements, entre les Gilets jaunes d'il y a 2 ans et là ce que l'on commence à vivre, 4e week-end d'affilée de mobilisation sociale. Ce parallèle, on le fait, on sait que c'est un risque, mais là ce n'est plus de la responsabilité du policier, c'est au politique d'amener les éléments qui vont rassurer, calmer cette inquiétude, cette grogne sociale pour qu'on retrouve un apaisement en termes de manifestation. Pour ce qui est des forces de l'ordre, le travail y sera fait. Vous savez, on a des forces de l'ordre qui sont très professionnels, qui sont investis, qui travaillent par vocation et qui seront là si nécessaire, tant qu'il le faudra. Mais prenons en considération l'usure, l'accumulation, comme vous le disiez, depuis les Gilets jaunes, et sans parler du terrorisme et de la lutte contre les stupéfiants et de tous les sujets que vous pourrez rajouter, nous sommes suremployés et forcément, il y a une usure des forces. On va reparler de la situation dans les hôpitaux, docteur Pierre Squara. Est-ce qu'on voit encore toujours autant de jeunes hospitalisés ? Alors aujourd'hui, il y a 8000 personnes hospitalisées et il y a 1400 personnes de moins de 50 ans. Et donc, il y a une proportion de jeunes qui est due à 2 choses. D'abord parce que ce variant semble atteindre un peu plus les jeunes, et surtout parce que les vieux étant de plus en plus vaccinés, ça concentre mathématiquement les cas positifs sur les jeunes.
Mais, encore une fois, ce virus n'est pas anodin. Et il y a des jeunes hospitalisés, il y a des jeunes en réanimation. À l'hôpital de Créteil, en réanimation, on a intubé un jeune de 22 ans la semaine dernière. Donc oui, c'est... Ils ont des comorbidités? Alors, vous savez, les comorbidités, pour les médecins, ça commence assez tôt. La plupart des jeunes qui se croient sans comorbidité, qui viennent en consultation, on va leur expliquer qu'ils en ont. Il suffit d'avoir 15 kilos de plus et vous avez une comorbidité évidente pour le virus. Et des jeunes qui ont 15 kilos de plus, il y en a malheureusement beaucoup dans notre pays. Donc je crois vraiment que hors de la vaccination, il n'y a pas de solution. Et lorsque vous voyez les vidéos publiées sur les réseaux sociaux par le chef de l'État, est-ce que selon vous, ça va convaincre les jeunes et par le biais, bien sûr, les parents, les familles? Alors ma voisine l'a bien dit tout à l'heure, le chef de l'État, on a une conception de la fonction présidentielle aujourd'hui qui n'est pas celle qui était, par exemple, celle général de Gaulle. Il est directement au contact, il est directement en première ligne. En fait, il est le chef de l'exécutif, donc il porte sur lui toute la responsabilité de la politique sanitaire. Donc il ne peut pas être hors jeu. Alors, il n'a pas d'autre choix que de s'impliquer. Et j'imagine que sa façon de communiquer avec les jeunes a été étudiée par des spécialistes, et force est de reconnaître que ça marche. Depuis l'allocution du président de la République, on vaccine en masse en France. Donc nous, les médecins, on regarde admiratif, on est content. Restez avec nous sur BFM TV, il est 14h53. On suit toute cet après-midi ce 4e samedi de mobilisation anti-pass, manifestation à Paris comme en région. Nous sommes à Lyon, à Montpellier, à Nice et ailleurs. Entre 150 000 et 200 000 manifestants sont attendus sur la journée partout en France. 3 000 policiers sont mobilisés à Paris. On fait le point dans quelques instants. Jusqu'au 8 août, BFM TV prend la direction de Tokyo au Japon pour les Jeux d'été 2021. Tous les jours, suivez toute l'actu des Bleus, nos plus belles chances de médailles et tous les résultats. Les Jeux d'été 2021 à Tokyo, à suivre jusqu'au 8 août sur BFM TV. Retrouvez votre programme avec AssurePeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Chez Cabaya, on sait que vous n'êtes pas des moutons. Bah oui, vous êtes unique. Alors on a créé des sacs à dos qui vous ressemblent, qui s'adaptent à vos envies et qui durent toute la vie. Avec Cabaya, soyez libre d'être vous. Alors à tout de suite sur cabaya.fr. Ce n'est pas une locomotive, c'est une œuvre d'art de l'ingénierie française. La Mountain 241 P16. Construisez la dernière grande machine à vapeur française. Une réplique spectaculaire avec tous les détails et d'une qualité exceptionnelle. Le premier numéro, 50 centimes seulement chez votre marchand de journaux, Altaïa. No one said it would be easy to hold your head up through the ups and downs. Got a feeling in my bones. I'm not gonna sit around here waiting. My time is now. Je vais changer ta percussion. Et si on vous disait que vous pouviez perdre jusqu'à 8 kilos en seulement 56 jours? Eh bien, bonne nouvelle, vous pouvez le faire. Grâce à Comme J'aime, perdez jusqu'à 8 kilos les 56 premiers jours. Et oui, avec Comme J'aime, perdez du poids rapidement. J'ai perdu 15 kilos et 15 cm de tour de taille. En plus, vous mangez de délicieux repas livrés directement chez vous. Alors si vous voulez perdre du poids, rendez-vous dès maintenant sur commej'aime.fr. Commej'aime.fr. Surtout, n'oubliez pas le .fr. Apprendre à philosopher, une collection pour mieux comprendre les idées des grands philosophes. Le volume 1 sur Platon, 1,99 € seulement. Ça, c'est Marc. Ça, c'est son jardin. Joli, le jardin. Et ça, c'est sa borne anti-moustique connectée, Kista, qu'il peut contrôler avec ça, pour que dans son jardin, il y ait beaucoup moins de ça, grâce à ça. Du coup, Marc est content, et nous aussi. Rendez-vous sur Kista.com.
ferai n'importe quoi pour rester à la maison. Avec Alliance Piscine, partez en vacances toute l'année sans bouger de chez vous. Et pour 1 € de plus, votre piscine avec chauffage connecté. Une seule plateforme peut tous les réunir. RMC BFM Play. Live, replay, vidéo à la demande. 100% gratuit, 100% illimité. Disponible sur mobile, tablette et web. Faire un leg aujourd'hui à la Fondation pour la recherche médicale peut sauver des milliers de vies demain. Appelez le 0805 216 216. Il est 15h sur BFM TV. L'actualité principale de cette journée, c'est ce 4e samedi de mobilisation partout en France contre le pass sanitaire. Mobilisation d'anti-pass sanitaire, anti-vaccin à Paris, à Montpellier ainsi qu'à Nice. Par exemple, vous voyez sur ces images, on attend entre 150 et 200 000 personnes à manifester partout en France. Peu ou prou la même chose que la semaine dernière. Plusieurs milliers de policiers sont déployés à Paris notamment, que vous voyez sur ces images. Paris où on va retrouver tout de suite l'un de nos reporters dans le cortège principal de Paris, hein, le cortège qui s'est élancé à 12h30. Comment est-ce que ça se passe à l'heure actuelle ? Eh bien, le cortège il est désormais dans l'avenue de Villiers, dans le 17e arrondissement. Il y a encore pas mal de kilomètres à parcourir, puisque ce qui a été déposé à la préfecture de police de Paris, c'est un cortège qui partait du pont de Neuilly pour rejoindre Châtelet, avec une dispersion prévue aux alentours de 19h. Ça représente à peu près 10 km de parcours. Il y en a pour encore, à mon avis, plusieurs heures de marche pour les manifestants. Nous nous trouvons en fin de cortège. C'est vrai que c'est une manifestation organisée par les Gilets jaunes. Ici, on croise beaucoup de Gilets jaunes dans ce cortège. Beaucoup de pancartes pour dire non au pass sanitaire et beaucoup de slogans hostiles au chef de l'État. Parmi les slogans qu'on entend, eh bien, il y a les chants traditionnels des Gilets jaunes. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Et également, Macron, ton passe, on n'en veut pas. Voilà ce qu'on entend depuis tout à l'heure dans cette manifestation, avec une particularité ici en fin de cortège, beaucoup de gens qui sont venus accompagner de leurs enfants et qui ont des pancartes ou des slogans pour dire non à la vaccination pour les mineurs. C'est ce qui est un petit peu marquant ici en fin de cortège. On a compté à peu près, je vous le disais, 2200 personnes environ lors d'un comptage qu'on a effectué il y a à peu près 1 heure. En comptant des lignes de 15, ça faisait à peu près 150 lignes, donc entre 2 et 3 000 personnes présentes ici dans ce cortège qui est une des 4 manifestations organisées cet après-midi dans Paris. Merci beaucoup pour ce point de situation. Actuellement, il est 15h, ce point de situation sur les différentes mobilisations à Paris. On va également aller en province, puisque 150 manifestations sont prévues dans toute la France. On va se rendre à Montpellier, plus exactement, où est un de nos reporters pour BFM TV. Comment se déroule la situation sur place? Est-ce que la mobilisation est plutôt calme pour l'instant? Oui, calme, et beaucoup de manifestants présents. Ils sont déjà plusieurs milliers, malgré le très mauvais temps ici dans l'Hérault. Alors nous sommes dans les rues de Montpellier. Le cortège a démarré depuis maintenant une demi-heure et la foule s'est déjà arrêtée plusieurs fois. Les milliers de manifestants scandant le mot liberté dans une ambiance, je vous l'ai dit, paisible pour le moment. Alors l'assemblée, elle est variée. Il y a quelques gilets jaunes, des soignants en blouse, beaucoup de groupes d'amis et de familles présentes avec de jeunes enfants, un petit peu comme à Paris. Alors il y a des drapeaux français, des pancartes, beaucoup de pancartes avec de nombreux messages, dont certains concernent la vaccination des enfants. Je vais vous en citer quelques-uns. Mon enfant, mon droit, mon choix, ou encore bénéfices pour les labos, risques pour les ados. Alors cet événement, il est encadré. Dès 14h, les leaders de la manifestation ont pris la parole sur la place de la Comédie, la principale place de la ville. C'est d'abord un soignant qui s'est exprimé en rappelant l'objet du rassemblement, l'opposition au pass sanitaire et à la vaccination obligatoire.
Un discours suivi de nombreux applaudissements. Alors, ce cortège, il suit maintenant un itinéraire dans le centre-ville de Montpellier, itinéraire imposé par la préfecture, soucieuse d'éviter certains points du centre de Montpellier. Pour rappel, la semaine dernière, des manifestants avaient pris à partie une tente de dépistage devant une pharmacie montpelliéraine. C'est donc ce genre d'incident que la préfecture de l'Hérault veut éviter aujourd'hui. Merci beaucoup pour ces précisions donc concernant la manifestation de Montpellier. Marion Parizet avec nous en plateau. Marion, un 4e samedi de mobilisation partout en France. Est-ce que ça devient réellement un caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron ? C'est définitivement un caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron en plein milieu de l'été, alors que c'est le moment le plus difficile pour mobiliser des gens dans la rue. Mais là encore, on est sur des manifestations qui restent d'une ampleur limitée quand on compare par exemple à celle des Gilets jaunes, même s'il faut se méfier à l'arrivée de la fin août. Si, avec le retour de vacances, on ne voit pas d'autres mouvements s'agréger. On l'a bien mentionné tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui viennent dans ces manifestations avec simplement une envie d'exprimer leur opposition à Emmanuel Macron, au gouvernement. Ces personnes-là vont aussi avoir d'autres revendications à la rentrée. Le mandat n'est pas encore terminé et on est à l'approche d'une élection présidentielle. On est susceptible d'avoir une agglomération si le mouvement, là encore, ne s'étouffe pas d'ici la fin du mois d'août, ce qui, à ce stade, n'est pas garanti. Et nous a rejoint par Skype Marie Pelletier. Bonjour, vous êtes historienne, spécialiste du complotisme et auteur de l'ère du complotisme, la maladie d'une société fracturée. On l'entend depuis une petite heure, ces manifestants qui scandent qu'ils ont peur pour leurs enfants. Comment est-ce qu'on explique cette situation ? Ça s'explique par un climat de défiance de manière générale. La posture anti-vaccin notamment n'est pas du tout une posture nouvelle et c'est une posture qui a été qui a pris beaucoup de terrain ces dernières années. C'est une défiance à l'égard non seulement du monde médical mais aussi à l'égard de la démocratie, c'est-à-dire l'impression que le système, entre guillemets, impose des choses qui vont à l'encontre de notre liberté. Et donc c'est assez logique et cohérent quand on regarde l'ensemble de la séquence politique qu'on est en train de traverser depuis plusieurs années. Marie Pelletier, la question principale quand on entend cela aujourd'hui, c'est comment faire ? Quelles sont les clés pour que cette défiance dont vous parlez, cette défiance notamment à l'égard des réalités scientifiques, elle puisse se soigner, se résorber ? Mais je pense déjà qu'il faut faire pas mal confiance à la réalité, tout simplement. Il faut rappeler que la réalité sanitaire, elle a rattrapé beaucoup de gens. Et on l'a redit d'ailleurs un petit peu avant, cette posture, cette manifestation, elle est le fait d'une petite minorité. Je pense que c'est important à dire. Bien sûr, il y a une défiance assez mainstream qui se répand à des degrés divers, mais l'opposition farouche, on pourrait dire, au discours scientifique, ce n'est pas quelque chose qui est si répandu qu'on pourrait le penser. C'est-à-dire que c'est quelque chose, à mon avis, qu'on ne doit pas non plus gonfler, qu'on ne doit pas non plus mettre en abîme continuellement parce qu'on risque de faire grossir la machine en quelque sorte. Et c'est un petit peu le risque qu'on a avec aussi le commentaire médiatique. Marie Pelletier, on parle d'un mouvement minoritaire. Il y a tout de même des violences. Le week-end dernier encore, est-ce que ce mouvement, il est quand même, est-ce qu'il pourrait être en voie de radicalisation ? On sent qu'il y a quand même une fracture. Mais je ne sais pas s'il est en voie de radicalisation, mais ce qui est sûr, c'est que le conspirationnisme et la pensée anti-système, ça conduit à un moment donné à des velléités et à de la violence, bien évidemment, c'est-à-dire à une envie d'en découdre en quelque sorte avec les institutions. C'est malheureusement une suite assez logique et bien sûr, ça fait partie des risques. Mais encore une fois, je ne suis pas persuadée que ce soit vraiment intrinsèque à la crise sanitaire. Je pense que c'est plus le fruit d'un imaginaire politique qui malheureusement est bien installé dans la société. Merci beaucoup Marie Pelletier, historienne spécialiste du complotisme, d'avoir été avec nous sur BFM TV. On va reprendre la direction d'un cortège parisien, le cortège cette fois-ci mené par le mouvement Les Patriotes et au premier rang desquels Florian Philippot, notre reporter, s'y trouve. Quelle est la situation dans ce cortège à l'heure actuelle ?
Alors les rangs sont encore en train de grossir effectivement dans ce cortège rassemblé devant École Militaire à Paris au niveau du Champ de Mars. Effectivement, c'est un cortège qui est assez politisé. Politisé pourquoi? Déjà par la couleur que vous venez de donner, celle du mouvement Les Patriotes de Florian Philippot qui a pris la parole au début de cette manifestation, et puis également par l'ensemble des revendications que l'on voit ici. Effectivement, on parle beaucoup comme ailleurs sur le terrain, et vous avez pu l'entendre dans les différents rassemblements que nous avons couvert depuis le début de la journée. Effectivement, on parle beaucoup des enfants, beaucoup d'inquiétudes au niveau des enfants de la part de ces gens qui sont anti-pass sanitaire, mais également anti-vaccin pour les mineurs. Ça revient énormément sur les pancartes. Dès notre arrivée d'ailleurs dans le métro, nous avons pu assister à un échange entre des agents de sécurité du métro et puis des anti-vaccins qui leur expliquaient tout simplement, vous imaginez, vous, si votre enfant demain doit être concerné par le vaccin, et l'agent de sécurité de répondre à la personne qui l'interpellait que effectivement lui aussi, si ce n'était pas de son métier, il ne ferait pas la sécurité, mais plutôt il préférerait protéger la vie, je cite évidemment ces gens de ses enfants. Voilà. Il y a beaucoup d'inquiétudes à ce niveau-là, beaucoup de pancartes concernées par cela, et puis également une couleur politique qui se retrouve dans des manifestations corporatistes, des envies notamment de la part de pompiers volontaires, une pancarte qui m'a marqué tout à l'heure: je suis pompier volontaire, dans quelques mois je serai pompier involontaire, sous-entendu s'il y a l'obligation vaccinale pour les pompiers, eh bien ça sera totalement involontairement que je continuerai à faire mon métier. C'est ce qui était écrit sur cette pancarte. Beaucoup de soignants également qui sont là, et puis on voit beaucoup de drapeaux français. Il y a une vraie couleur politique, drapeau tricolore brandi par plusieurs milliers de personnes ici effectivement devant École Militaire où nous nous trouvons. Il y a vraiment beaucoup de gens et les rangs du cortège sont encore en train de grossir. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais revenir avec vous, docteur Pierre Spoirat, pardon. On l'entend, il y a cette peur des parents pour leurs enfants. Marie Pelletier parlait tout à l'heure, l'historienne Marie Pelletier, de défiance envers le monde médical. Comment est-ce que vous percevez cette défiance? Comment est-ce que vous la comprenez? Alors, ça fait longtemps que j'ai abandonné l'espoir de convaincre tout le monde. Nous, les médecins, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'assurer que notre interlocuteur a bien compris quel était l'état de la science, a bien compris qu'on était entièrement à sa disposition et qu'on était libre de toute contrainte en dehors de celle de le soigner. Et après ça, le patient, il fait ce qu'il veut. Ça m'arrive tous les jours de dire à un patient: il faut que vous arrêtiez de fumer, sinon on va vous couper la jambe, sinon vous allez mourir. Et je leur explique de toutes mes forces, avec toute la passion dont je suis capable, et ensuite s'il veut fumer, il fume. Donc moi, pourquoi je suis ici sur mon temps de loisir? Je suis ici parce que je suis convaincu que si je convainc 1000 personnes de se faire vacciner, je vais sauver plus de vies que dans ma réanimation. Donc voilà, on ne peut pas faire plus. Mais une fois qu'on a fait tout cela, les gens sont adultes, ils vivent leur vie, ils prennent leurs responsabilités. Benjamin Camboulive, 4 cortèges différents dans la capitale, avec finalement une crainte, j'allais dire, de la préfecture de police de Paris, c'est que ces cortèges aillent vers les Champs-Élysées. C'est ça qu'il faut, selon le préfet de police aujourd'hui, absolument éviter. De toute façon, on sait que certains manifestants ne sont pas là uniquement pour porter un message, mais sont dans une course à l'image forte, à l'image violente. On est dans une société qui fonctionne comme ça. Dès qu'on fait un acte comme ça, héroïque, on le met sur les réseaux sociaux. Donc on sait qu'on a cette volonté-là en face de nous. Donc forcément, le dispositif, il s'y adapte. Là, il n'y a aucun problème au niveau des Champs-Élysées. C'est parfaitement encadré, et il y a un arrêté préfectoral, encore une fois, qui le stipule très bien. Moi, j'aimerais revenir un tout petit peu sur ce qu'a dit Marie Pelletier tout à l'heure. Elle a fait la démarche de souligner que ces 200 000 personnes, c'était vraiment un très faible nombre de personnes réellement complotistes. Et quand on parlait tout à l'heure des 37% de Français qui soutiennent ce mouvement, je vais quand même dire que c'est pas 37% de Français qui vont les rejoindre sur toutes leurs revendications. Absolument pas. On est sur 37% de Français, vous avez de tout là-dedans, mais il y a surtout des gens qui sont opposés à la politique du gouvernement, parce que personne ne peut prendre avec un réel sérieux l'ensemble des argumentaires que l'on lit sur les pancartes et que l'on entend dans les cortèges. Quand on parle de dictature, etc., si on était en dictature, ils ne seraient pas en train de manifester, protégés par la police. On voit ces forces de l'ordre encore continuellement en train de travailler après une année compliquée. Est-ce qu'on peut prendre la température? Comment vont les forces de l'ordre? Est-ce qu'elles ne sont pas un peu à bout de souffle, tout comme les soignants?
C'est ça, vous avez raison de faire le parallèle, parce que la police, comme les soignants, étaient primo-intervenants. Alors là, on parle de personnes qui sont anti-vaccins. Nous, on était les premiers à demander à être primo-vaccinés parce que primo-intervenants. On n'avait pas eu ce privilège à l'époque. Mais vous avez toute une violence généralisée en France, qui explose, 350 000 agressions en 6 mois, vous avez les homicides qui ont bondi de 12% depuis 2019, la violence sociale qui est exacerbée également, et galvanisée par les réseaux sociaux, notamment en lien avec la crise sanitaire, parce qu'avec les confinements, vous avez vu cette désinhibition de la violence sur les réseaux sociaux, qui a fédéré les éléments les plus radicaux, les plus violents, qui peuvent potentiellement s'exprimer dans ce genre de manifestation. Tous ces facteurs cumulés, rajouté à la Covid, qui non seulement a eu un impact, on va dire, médical sur nos forces, certains ont été malades puisque primo-intervenants, et vous avez les brigades impactées par les procédures de cas contact, et puis opérationnellement, toutes les missions liées à la crise sanitaire, au contrôle sanitaire, qui se rajoutent aux missions quotidiennes de police. Bien sûr, vous avez raison de le souligner, ça fait beaucoup. On va tout de suite prendre la direction de Nice, où il y a, comme la semaine dernière, beaucoup de monde dans la ville. 7000 personnes étaient présentes la semaine dernière, et donc c'est ce que vous nous dites, toujours autant de monde aujourd'hui, avec aussi des figures qui sont présentes dans le cortège. Oui, le cortège s'est lancé il y a environ 20 minutes de la place Garibaldi, direction la place nationale, la place centrale de Nice en ce moment. Cortège dont on ne voit pas le bout une nouvelle fois. La mobilisation est très forte ici dans le sud-est, vous l'avez dit, plus de 7000 personnes la semaine dernière, 6000 manifestants il y a 15 jours. Eh bien aujourd'hui, on devrait avoir une nouvelle fois des milliers de personnes dans la rue, difficile de savoir combien ils sont pour le moment, mais ils sont aussi, surtout là, ils ont répondu à un appel de nombreuses figure du mouvement du pass sanitaire, comme notamment Francis Lalanne qui est présent et qui a pris la parole il y a environ 5 minutes, et nous avons aussi les sapeurs-pompiers qui sont également une nouvelle fois présents. Ils avaient manifesté en tenue la semaine dernière, et bien cette fois-ci, ils sont tout simplement en t-shirt avec écrit sapeurs-pompiers à la recherche d'un emploi, car ils devront sûrement avoir une obligation vaccinale, tout comme les soignants. Eh bien, certains pompiers ne veulent pas se faire vacciner. Ils l'ont signifié la semaine dernière, ils le refont montrer cette fois-ci, pas en tenue, eh bien parce qu'ils sont sous la menace de sanctions. Le président du département, qui est aussi à la tête du conseil d'administration des sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes, leur avait demandé de revenir à la raison, de ne pas manifester en tenue, ce qui est interdit de manifester en tenue. Alors en tout cas à Nice, pour le moment, tout se passe dans le calme, c'est bon enfant, mais il y a beaucoup de monde, et tous les profils qui sont présents, des enfants, des mamans, des infirmières, des sapeurs-pompiers, des gilets jaunes, et voilà, des manifestants qui sont là pour surtout dire leur parole sur ce pass sanitaire dont ils sont contre, et ils sont très nombreux, une nouvelle fois, ici dans la capitale azuréenne. Merci beaucoup pour ce point de situation sur les manifestations donc à Nice, qui ne s'essouffle pas apparemment, puisqu'il y a autant de monde que le week-end dernier. On va en parler avec vous, Marion Parizé. On vient de l'entendre, donc c'est un mouvement qui clairement est aussi politisé. Il y a aussi également des personnalités du monde artistique, Francis Lalanne notamment. Oui, on peut le comprendre, parce que c'est vrai que le mouvement, on en a parlé du complotisme, il est très présent dans la société. Déjà, la Fondation Jean Jaurès avait mené une étude en 2018 sur les ressorts du complotisme, qui montrait que 17% de la population était convaincue que le ministère de la Santé était de mèche avec l'industrie pharmaceutique pour cacher la nocivité des vaccins. Et on était en 2018, donc encore 2 ans déjà avant le début du Covid. Donc c'est un phénomène, c'est la croyance complotiste qui ressortait comme étant la plus forte dans cette étude. On a quelque chose qui traverse vraiment toutes les couches de la population, même si généralement on a plutôt les plus jeunes et les moins éduqués qui sont sensibles à ces tendances-là. Mais comment est-ce qu'on brise ces croyances en fait? C'est quand même la question. Comment est-ce qu'on fait face à ces fausses informations? On a l'impression qu'aujourd'hui ce sont souvent 2 vérités qui s'affrontent. En tout cas, chacun a l'impression de porter sa vérité et non plus une réalité scientifique, en l'occurrence, face à une infox. Qui a été renforcée d'ailleurs par l'émergence des réseaux sociaux, qui permet à tout le monde d'exprimer son opinion. Il y a plusieurs moyens, mais la première, c'est des travaux malheureusement qui sont de très long cours, c'est l'éducation, c'est la sensibilisation à la recherche,
au recoupement d'informations, aux méthodes scientifiques, aux méthodes simplement de logique, pour que chacun ait les instruments pour pouvoir juger d'une information qui lui soit présentée. Malheureusement, les réseaux sociaux, le système Internet et de manière générale la communication, aujourd'hui, jouent beaucoup sur des ressorts qui sont le ressort de l'émotion pour pouvoir toucher les gens rapidement et un peu avoir le réflexe automatique de retweeter, liker, etc. Donc on a quelque chose, on n'a pas d'outil qui soit immédiat pour aller casser ces effets-là. Il faut faire de la vérification d'informations, être capable de donner des chiffres, des informations claires, simplifier, vulgariser lorsque c'est nécessaire, parce que la difficulté, c'est qu'aussi le discours scientifique est parfois très complexe à comprendre. Et là encore, être capable et les journalistes le font de plus en plus aussi, de pouvoir, lorsque c'est le cas en plateau, revenir sur les propos de certaines personnes, ça a été le cas dans pas mal d'émissions, qui peuvent être vraiment contre les vérités scientifiques et qui, si elles sont laissées sans contrepartie, là viennent bien sûr, rappeler les bons nourrir chiffres, tous ces un décryptage. Docteur Pierre Squara, on l'a entendu, des pharmacies ont également été, des pharmaciens ont été violentés. Il y a également encore des soignants, on l'a vu là tout à l'heure, dans les cortèges. Comment est-ce que vous réagissez lorsque vous voyez ces images? Il y a aussi cette obligation vaccinale pour les soignants. Quelle est la température actuellement? Et comment les convaincre? Vous savez, les soignants, ils font partie du monde. Donc vous retrouvez les mêmes grandes idées, les idées forces à travers les soignants, à travers les autres. Vous avez parfaitement raison de dire que tout repose sur l'éducation. Et en ce qui concerne les soignants, tout repose depuis la faculté. Parce que vous ne pouvez pas développer un discours rationnel avec un complotiste parce qu'il met en doute tous les faits. Alors vous ne pouvez pas faire de démonstration si les faits ne sont pas acceptés. Donc il y a des chiffres comme quoi le vaccin Pfizer, on serait à 12 000 morts. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Ils ne veulent pas entendre. Et donc, c'est toute une culture scientifique qu'il faut rétablir. Et en France, on n'est pas très fort. J'ai souvent coutume de citer que Madame de Staël qui disait qu'en Allemagne, en France, on étudie les hommes et en Allemagne, on étudie les livres. Et il faut revenir aux livres si on veut être crédible. Et si vous me permettez un petit mot en plus sur les présences dans les manifestations, moi ce que je trouve réjouissant, c'est ceux qui n'y sont pas. C'est-à-dire il y a des personnalités, il y a un homme qu'on peut considérer comme politique, mais la plupart des hommes et des femmes politiques respectables refusent de se faire le berger de ce troupeau hétéroclite et refusent d'instrumentaliser la Covid à des fins politiques, et ça c'est plutôt rassurant. Parce que ceux qui le font, je trouve ça plutôt misérable. On va retourner dans le principal cortège de la capitale où l'on retrouve l'un de nos reporters. Ce cortège-ci est parti il y a bientôt 3 heures. Quelle est la situation où vous vous trouvez ? Désormais, le cortège il se trouve dans le 8e arrondissement, pas loin de la gare Saint-Lazare. Un cortège qui se déroule plutôt dans le calme, une manifestation qui se déroule dans le calme, encadrée par les gendarmes des deux côtés du trottoir, à l'avant et à l'arrière. Les gendarmes mobiles qui sont présents pour que la sécurité soit assurée. Tout à l'heure, quelques légères petites tensions en fin de cortège avec la Brave mobile. Ça, ce sont des policiers qui sont en moto et qui se sont positionnés dans une rue. Il y a eu quelques échanges d'insultes de la part des manifestants, mais rien de très très grave. Au niveau des revendications, eh bien c'est contre le pass sanitaire principalement ce que l'on entend dans les revendications ou sur ce qu'on peut lire sur les panneaux des manifestants, et également contre la politique d'Emmanuel Macron avec les slogans assez traditionnels que l'on pouvait entendre sur les manifestations des Gilets jaunes, puisque ce cortège il a été organisé par les associations de Gilets jaunes. C'est à peu près 2500 personnes qui sont présentes cet après-midi. On a effectué un comptage il y a un petit peu plus d'1 heure. Il est possible qu'il y ait un peu plus de monde depuis, mais puisque le cortège s'est allongé, mais c'est à peu près 2500 personnes présentes ici cet après-midi. Sachant que ce n'est pas la seule manifestation dans Paris, il y en a 4 au total. Il faudra voir en comptabilisant ces 4 rassemblements si c'est plus ou moins que la semaine dernière. Le ministère de l'Intérieur comptait entre 15 et 20 000 personnes la semaine dernière à Paris. Merci beaucoup pour ce point de situation dans le plus gros cortège parisien. Benjamin Camboulive, on l'entend, il y a déjà un peu des légères tensions. Est-ce que la tension est amenée, le ton est amené à monter au fil des heures? Est-ce que c'est un peu comme ça en général les manifestations, ou au contraire ça peut se calmer?
Alors ça peut tout à fait se calmer, il n'y a pas de règle absolue, ce serait un peu trop simple à encadrer s'il y avait des règles absolues. Là ce qu'on sait c'est que de toute façon, depuis le départ, la police fait face à un ensemble de personnes contestataires par principe, potentiellement violents. Donc on prend garde au débordement éventuel, on surveille l'ampleur évidemment, on attend d'analyser un petit peu avec du recul l'enchaînement des manifestations, voir si ça s'inscrit dans le temps, voir si ça se renforce ou non, et on a un œil attentif sur les manifestants qui pourraient se livrer à des violences, bien entendu. Et un dispositif suffisant selon vous? Oui, de fait, il est cohérent. De toute façon, c'est plus ou moins le même dispositif que celui qui avait été mis en place la semaine dernière. 3000 policiers et gendarmes. Environ 3000 policiers et gendarmes sur la capitale, avec un dispositif spécifique autour de l'Élysée pour empêcher toute intrusion. Marion Pariset, le pass sanitaire, il est effectif pas qu'en France. Ça concerne aussi certains de nos voisins à l'étranger. Et je pense là, en l'occurrence, à l'Italie, où leur pass sanitaire est en vigueur depuis hier. Il s'appelle le Green Pass en Italie. Il y a eu moins de contestations, on peut le dire, là-bas. Est-ce que vous analysez quelque part une erreur dans la gestion du gouvernement, ou en tout cas est-ce que toutes ces samedis de mobilisation, cette rupture là entre le gouvernement et ces manifestants, eh bien il y a eu des erreurs? En termes de chronologie, on peut se poser des questions, mais malheureusement on est dans une période de crise, donc même le gouvernement ne peut pas être totalement en maîtrise du calendrier, car la situation sanitaire reste très volatile. Mais en termes de calendrier, Emmanuel Macron avait annoncé un peu un été qui allait être tranquille pour les Français, un peu de libération, chacun allait pouvoir passer ses vacances en revivant un peu normalement. Et juste avant le 14 juillet, annonce de ce pass sanitaire, de cette loi qui passe en plein milieu de l'été, une période où généralement dans l'opinion publique on a tendance à penser qu'on va passer toutes les décisions compliquées, toutes les décisions difficiles, toutes les décisions qui sont susceptibles de mobiliser les Français, on va les passer à cette période parce que justement on a moins d'attention publique. Donc en termes de timing, il a pas de chance parce que typiquement on était vraiment sur un moment où la crise faisait que il n'a, je pense, pas eu le choix de ce calendrier, mais ça a pu accentuer cette sensibilité et cette sensation que finalement on était sur une façon de faire passer cette vaccination obligatoire. En plus, le texte original était quand même très dur et la révision qui a été faite par le Sénat a aidé aussi, je pense, à le rendre plus acceptable. Mais ces différentes dimensions-là ont, je pense, participé à cette exacerbation des manifestations. 15h25 sur BFM TV. Dans un instant, on revient sur ce 4e samedi de mobilisation partout en France, à Paris comme à Nantes, à Montpellier ou à Nice. Entre 150 000 et 200 000 personnes sont attendues selon les estimations du renseignement. Des cortèges donc dans ces différentes villes, les forces de l'ordre mobilisées. On fait le point dans un instant. Ce week-end, gros plan sur ces entreprises qui font bouger les marchés. De par les caractéristiques de son économie, préserver elle-même les entreprises. TPE, PME, start-up, l'actualité business. Ce week-end sur BFM TV. Votre chronique avec les agences de papa. Vendez, achetez ou louez votre bien au juste prix. Les agences de papa révolutionnent l'immobilier. Les conseillers Safety voient l'immobilier en plus grand. Ont une meilleure écoute et toujours plus de bons conseils. Safety, ça le fait. Moi, c'est Roméo. Avant Feliway Optimum, je griffais souvent ici. Maintenant, c'est fini. J'avais l'habitude de faire pipi sur ce mur. Plus maintenant. Feliway Optimum, pour une sérénité renforcée de toute la famille. Bonjour, je m'appelle Stéphane, j'ai 55 ans et je vais attaquer aujourd'hui le programme Comme j'aime. Ça, c'était moi il y a 6 mois, avec 15 kilos en plus et 27 cm de tour de taille en plus. Alors, il n'y a pas photo? Je le vois bien dans la vie de tous les jours, ça a changé. Physiquement, ça a changé. Alors vous aussi, faites comme Stéphane. Rendez-vous tout de suite sur commej'aime.fr pour savoir si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité. Ou appelez le 0800 534 534. commej'aime.fr.
Découvrez les îles Grenadines en catamaran Catlante et réservez votre croisière dès maintenant sur catlante.com. Torchman Metal, pour des portes blindées ultra sécurisées. Anti-effraction, anti-bruit, anti-froid, anti-feu. Torchman Metal, la résistance certifiée. Chez Kabaya, on sait que vous n'êtes pas des moutons. Bah oui, vous êtes unique. Alors on a créé des sacs à dos qui vous ressemblent, qui s'adaptent à vos envies et qui durent toute la vie. Avec Kabaya, soyez libre d'être vous. Alors à tout de suite sur kabaya.fr. Ce n'est pas une locomotive, c'est une œuvre d'art de l'ingénierie française. La Mountain 241 P16. Construisez la dernière grande machine à vapeur française. Une réplique spectaculaire avec tous les détails et d'une qualité exceptionnelle. Le premier numéro, 50 centimes seulement chez votre marchand de journaux, Altaïa. Louez un bateau cet été avec Click & Boat. Plus de 40 000 bateaux dans le monde. Bateaux à moteur, voilier, catamaran, avec ou sans skipper. C'est simple et jusqu'à 30% moins cher. Naviguez avec clickandboat.com, leader de la location de bateaux. Vous avez remarqué que dans le mot fromage, il y a mage? Eh bien, le mage de l'affinage, c'est lui. C'est grâce à lui que le reblochon se teint de saveurs douces et subtiles. Mon reblochon, je l'aime en toute saison. Découvrez mes idées gourmandes sur reblochon.fr. Il est bientôt 15h30. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez. On continue bien évidemment de suivre ces manifestations un peu partout en France. Un 4e samedi de manifestation. Les antipasses sanitaires, les anti-vaccins défilent de nouveau aujourd'hui à Paris, mais aussi en province. On se rendra à Paris, à Montpellier ou encore à Nice. 150 manifestations sont prévues au total dans toute la France aujourd'hui. Une manifestation à peu près semblable à celle du week-end dernier. Pour l'instant, aucune violence n'a été constatée. On va rejoindre un de nos reporters dans le cortège principal parisien. Comment se déroule la manifestation? Il est 15h30. Ce cortège est parti vers 12h30. Oui, absolument. Eh bien, écoutez, tout se passe très tranquillement dans ce cortège. Ça fait un peu plus de 2h30 qu'il s'était lancé du pont de Neuilly et il est désormais dans le 9e arrondissement rue de Châteaudun. La plus grande partie du trajet a été faite par ce cortège, peut-être 2500 personnes mobilisées aujourd'hui pour le 4e samedi consécutif dans les rues de Paris contre le pass sanitaire, contre l'application du pass sanitaire, contre la vaccination obligatoire des soignants. Voilà ce que l'on entend un peu comme slogan à l'intérieur de ce cortège. Quelques pancartes aussi, un peu nombreuses, où l'on voit cobaye, esclave, ça suffit. Voilà le genre de choses que l'on peut lire sur ces pancartes. Ce qui est assez intéressant, c'est surtout le profil de ces manifestants. Il y a beaucoup de gilets jaunes. C'est une manifestation qui a été organisée par des gilets jaunes. Et l'on voit majoritairement des gilets jaunes que l'on entend aussi parfois scander des slogans qu'ils avaient pendant les manifestations à proprement parler de Gilets jaunes. On a l'impression que cette manifestation est une façon de protester encore une fois contre le président de la République et le gouvernement. Il y a aussi des infirmières qu'on a pu croiser avec leur blouse qui étaient contre l'obligation vaccinale des soignants, et tout ça se fait tranquillement. Il faut dire que le cortège est particulièrement bien encadré par des gendarmes mobiles qui sont devant, derrière, à droite et à gauche. Et c'est eux qui donnent le tempo de cette manifestation aujourd'hui, et ils veillent à ce que tout se passe très tranquillement, ce qui est le cas depuis le départ du cortège. Merci beaucoup donc pour ce point de situation à 15h30 dans le cortège principal des manifestations parisiennes. Benjamin Camboulive, on l'a entendu, les forces de l'ordre sont présentes, policiers, gendarmes, ils sont environ 3000 aujourd'hui à Paris. Et évidemment, leur objectif, c'est le plus possible d'éviter tout débordement et tout usage de la force également. Bien entendu, c'est la désescalade qui est toujours prônée. On essaye de faire en sorte que les mouvements se passent au mieux, sans la moindre violence. Qu'il faut bien marquer, rappeler, c'est que la police, elle est là pour sauvegarder la liberté de manifester. Ce n'est jamais la police qui prive les manifestants de leur droit fondamental constitutionnel de manifester. Ce sont les éléments radicaux eux-mêmes qui, par leurs actions, créent des situations où le manifestant pacifique n'a plus le loisir d'exprimer ses revendications. Surtout lorsque l'on voit des enfants et des parents dans ces manifestations, on imagine que c'est beaucoup plus délicat. Alors c'est d'une part délicat
pour les interventions de police, parce qu'on fait tout ce qu'il est envisageable de faire pour préserver ces enfants. Et puis, quand on va à une manifestation où on sait qu'il y a une potentialité de violence, est-ce que c'est le plus judicieux que d'emporter ces petits-enfants sur ses épaules, comme on le voit bien trop souvent? Docteur Squara, on le disait tout à l'heure, le pass sanitaire aujourd'hui, il est en vigueur, et ce depuis hier. En Italie, par exemple, est-ce que c'est le signe que c'est la moins mauvaise des solutions aujourd'hui? Et peut-être bientôt en Allemagne aussi. Donc beaucoup de pays finalement vont emboîter notre pas. C'est la moins mauvaise solution, c'est celle qui a été choisie. À partir du moment où une solution a été choisie et que celui qui l'a décidé est crédible, je pense que le mieux c'est qu'on ait une cohésion autour de cette décision pour essayer de la rendre pleine de succès, parce que si on échoue collectivement, et c'est tous nous qui allons payer. Et en Italie, elle se passe, semble bien acceptée, parce que en fait, on est un peu victime de la réussite toute relative qu'on a eue, mais la première vague, on a réussi à la contenir. On n'a pas eu, nous, les images dramatiques qu'on a vues en Italie avec des cercueils qui s'amoncelaient et des gens qui étaient couchés par terre dans les hôpitaux. Et les Italiens ont été frappés de manière viscérale et très profonde par ces images, et surtout par un confinement qui a duré beaucoup plus longtemps que le nôtre. Donc j'ai l'impression qu'ils portent dans leur chair la vérité de cette épidémie beaucoup plus que nous. Parce que pour certaines personnes, ça reste une épidémie théorique. Il y a des gens qui ne croient pas les morts, ils ne les ont pas vus. Il faut être venu dans les réanimations pour donner une chair et substance à ces morts. Pour certains, c'est qu'une statistique. Justement, Marion Parizet, on va en parler avec vous. On voyait des pancartes avec marqué « cobaye » ou encore « esclave sanitaire ». La science, finalement, est clairement remise en doute. Oui, la science est clairement remise en doute. C'est ça qui est le plus inquiétant dans cette dynamique-là. Mais il faut dire aussi que les messages des médecins, surtout au courant 2020, sur le Covid, ses impacts, sa contagiosité, le risque d'avoir des cas graves, ont été aussi très mélangés. On a eu des médecins qui prenaient des positions en disant que c'était qu'une grippette, qui ont aussi participé à décrédibiliser ce message scientifique. Aujourd'hui, on a quand même un vaccin qui a été testé sur un très grand nombre de personnes, ce qui est inédit dans l'histoire et qui rattrape aussi le manque de recul historique qu'on a, parce que de manière très simple, plus on a de tests, plus on a de chances qu'un effet négatif apparaisse tôt dans les tests. Donc on a quand même un vaccin aujourd'hui qui est plutôt crédible et fiable. Et d'ailleurs, le fait que le gouvernement souhaite l'imposer aux soignants n'est pas non plus anodin, parce que imposer la vaccination obligatoire aux soignants, c'est prendre le risque, si nous avons ensuite un scandale sur ce vaccin, qu'il y ait une responsabilité de l'État qui soit mise en cause. Et dans ce sens-là, je pense que c'est aussi un bel acte de fiabilité, ou en tout cas de confiance, qui est adressé, même s'il faut être capable de l'expliquer et de passer au-delà des préjugés et des informations qui sont complexes autour de ces vaccins pour pouvoir le voir très clairement. On prend la direction de Lyon à présent, où l'on retrouve notre reporter dans le cortège lyonnais. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a toujours du monde? Bien écoutez, oui, beaucoup de monde ici, plusieurs milliers de personnes facilement. La préfecture nous a dit 2450 au total sur les deux manifestations. Le cortège donc, qui est arrivé place Bellecour est déjà arrivé après une petite heure de manifestation. Et là, les manifestants font le tour de la place. C'est une ambiance bonne enfant. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a différents types de profils. Il y a beaucoup de familles. Il y a aussi de nombreux gilets jaunes et quelques soignants donc, qui sont mobilisés toujours avec les mêmes slogans. Non au pass sanitaire, vous l'entendez peut-être derrière moi, non au pass sanitaire. Liberté, liberté, c'est ce qui est scandé depuis le début de cette manifestation qui est déclarée ici sur la place Bellecour, donc jusqu'à 19h. Merci beaucoup pour ce point de situation à Lyon. Nous a rejoint par Skype Renaud Nadjaï. Vous êtes vice-président de l'Union des syndicats de pharmaciens. Les pharmaciens, on le rappelle, qui ont subi des violences lors des précédentes manifestations du week-end dernier. Renaud Nadjaï, comment est-ce que vous percevez ces nouvelles manifestations? Vous les redoutez? Écoutez, d'abord, l'expression... populaire aujourd'hui dans une démocratie, c'est quelque chose de parfaitement normal. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est d'empêcher les autres
de faire eux aussi ce qu'ils ont envie, c'est-à-dire notamment se faire vacciner et encore plus empêcher l'ensemble des professionnels de santé, dont les pharmaciens, qui, je le rappelle, le font en dehors et en plus de l'activité normale de la pharmacie pour accompagner l'ensemble des concitoyens à s'acquérir cette immunité à travers la vaccination qui, encore aujourd'hui, est notre seule arme contre le virus. Donc, très franchement, je trouve que, encore une fois, que ces actes sont vraiment des choses qui sont inadmissibles pour des personnes qui exercent leur métier et qui le font pour le bien public. Et je le rappelle, en plus de l'activité normale qui est la continuité des soins et la dispensation des produits pharmaceutiques, notamment pour des personnes qui sont avec des pathologies lourdes. Oui, Renaud Nadjaï, on a en tête les images de la semaine passée, et notamment de ces violences à l'encontre d'une officine à Montpellier. On a entendu aussi de la part de nos reporters des pharmaciens insultés, je cite, de collabos notamment. Quelle réponse on apporte aujourd'hui à ces violences ? Écoutez, la réponse, elle est claire. Vous savez, ce serait particulièrement facile pour mes consoeurs et mes confrères d'arrêter du jour au lendemain d'accompagner la population dans cet effort qui est demandé autour de la vaccination. Il n'y a rien de plus facile. Donc, à force de traiter les personnes de cette manière, en les insultant, collabo, ça veut pas dire, c'est pas rien comme injure, si vous voulez, et je suis absolument outré de ce type de comportement. Les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, je pense que ce sont des personnes qui sont dangereuses pour l'ensemble de la population, mais en plus venir empêcher les autres d'avoir cette dose ou ces doses de vaccin et empêcher les pharmaciens notamment d'exercer, je trouve ça absolument scandaleux. Voilà. Et quel est le message finalement à faire passer aujourd'hui, Renaud Nadjaï ? Le message, c'est que si les gens veulent manifester, c'est leur affaire, mais qu'on laisse travailler tous les autres et vraiment avoir un respect tout particulier vis-à-vis des professionnels de santé, les médecins, les infirmiers et les médecins qui s'engagent dans cette lutte, comme je l'ai dit, et qu'il y ait du respect pour ces personnes qui vraiment le font dans des conditions absolument compliquées, parce qu'encore une fois, nous subissons la période estivale, les personnes, nos collaborateurs qui, à juste titre, ont mérité des vacances et qui donnent tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir accompagner l'ensemble de la population à travers les tests antigéniques et la vaccination. Et vraiment, moi, je serais plutôt d'avis de crier un grand bravo à tous ceux qui s'engagent plutôt que de venir les traiter de collabos, surtout quand ça vient de personnes qui emportent avec eux, ça a été dit, on le sait maintenant, un risque supplémentaire pour l'ensemble de la population. Voilà. Donc la liberté, oui, mais elle doit s'arrêter là où les autres s'engagent pour une défense nationale. Merci beaucoup Renaud Nadjaï d'avoir été avec nous pour parler de ces soignants, de ces images de violence à l'encontre, on le redit, d'un pharmacien, notamment la semaine dernière, docteur Pierre Squara. On sait, selon le conseil scientifique, qu'il faut s'attendre à d'autres variants l'hiver prochain. Est-ce que les professionnels de santé sont prêts, j'allais dire? Est-ce qu'ils sont toujours en capacité, ou en est l'état de l'épuisement des soignants? Les virus, les coronavirus, ça fait partie de leur caractéristique de faire des variants. Donc on le sait depuis le début qu'il y aura des variants. Et depuis le début, on est dans une course contre la montre d'essayer d'éteindre ce virus avant qu'il ait fait trop de variants. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est très important, une fois qu'on aura vacciné les 90% de Français, qu'on vaccine les Indiens, les Africains, les Nigériens, tous ces foyers de population extrêmement dense, à partir duquel peut émerger n'importe quel autre variant dont on sait très bien qu'il aura contaminé toute la planète en quelques mois. Donc, je crois aussi avoir dit qu'il fallait s'installer dans une convivence avec ce virus pendant de nombreuses années,
parce que des variants et des vaguelettes, on va en avoir d'autres. Et donc c'est en fait tout un comportement qu'il va falloir adopter dans notre vie quotidienne pour essayer de diminuer la pression du virus sur nous. Et évidemment, pour l'instant, on a cette grande chance que le virus ARN qui vise une protéine particulière qui, pour l'instant, est partagée par tous les variants. C'est pas par hasard, hein, les chercheurs l'avaient identifié comme étant nécessaire pour se fixer sur les cellules. Et donc, pour l'instant, le vaccin, il est actif sur tous les variants. Et puis ensuite, on sait le faire assez vite. Donc si un variant catastrophique arrivait, on pourrait trouver un vaccin assez vite. Marion Parizet, on va reparler de ces violences envers les pharmaciens. Il y a eu aussi des violences envers les journalistes de BFM TV, notamment, plus largement des violences. On a du mal à comprendre quelles sont les motivations finalement de ces manifestants. C'est là où on revient, de mon point de vue, sur cette rupture qu'il y a aujourd'hui avec toute une partie de la société. C'est cette remise en cause de la parole publique, des politiques, qui s'est étendue aux scientifiques et qui s'étend aussi, malheureusement, aux médias. Les médias sont quand même considérés comme, parmi les médias traditionnels, il faut bien le préciser, sont considérés parmi les sources les moins fiables. Ce qui les expose dans le cadre de manifestations où toute une frange est complotiste, justement, à devenir les cibles de la colère qui est exprimée à ce moment-là. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut que condamner, mais c'est vrai que c'est intuitif et c'est complètement imbriqué avec ces logiques de ces mouvements. Benjamin Cambouly, alors qu'on voit ces images tournées cet après-midi de manifestations dans le cortège parisien, on voit que les forces de l'ordre encadrent les manifestants. Comment ça se passe concrètement? Ils sont à l'avant, à l'arrière, sur les côtés, c'est ça l'objectif? C'est que le cortège reste dans le chemin prévu? C'est ça, là pour l'instant c'est comme ça que ça fonctionne, c'est un choix opérationnel, hein. Parfois ce n'est pas privilégié pour ne pas exacerber les tensions. Là, il semblerait que ça fonctionne bien de cette manière-là, donc quand ça fonctionne, il n'y a pas de raison de faire autrement. Moi, je voudrais vous dire un mot sur l'une des revendications phares de la journée, là, qui est le rejet du pass sanitaire et cette dénonciation d'une prétendue société de contrôle, dont évidemment la police nationale serait un honteux acteur. On est dans du fantasme pur, hein, on le voit marqué sur toutes les pancartes, mais on n'est absolument pas là-dedans. Ça, c'est quand on fait exprès de ne pas comprendre la situation. Il est vrai qu'on traverse une phase qui est extrêmement particulière, exceptionnelle, et le dispositif qui nous permet d'en sortir, eh bien oui, par définition, il est contraignant. Mais c'est pour œuvrer pour l'intérêt collectif, pour avoir une sortie de crise. Donc cet argument-là ne tient pas, tout comme la dictature ne tient pas. Tous ces arguments ne sont que des prétextes qui nous montrent qu'on est loin du sanitaire et qu'on est plus sur le politique. Merci, on va tout de suite reprendre la direction d'un des cortèges parisiens et d'un cortège mené par le mouvement Les Patriotes, au premier rang desquels Florian Philippot. On retrouve notre reporter, 15h45. Comment ça se passe dans ce cortège ? Alors, on vient de faire un petit tour entre le 15e arrondissement et puis le 7e arrondissement de Paris. Et effectivement, il y a eu plusieurs mots lancés dans la foule, notamment à l'encontre des ministères. Vous êtes très près du ministère d'Olivier Véran. Voilà ce qui a été dit au micro sur les enceintes en tête de cortège. Qu'avez-vous à lui dire? Et à ce moment-là, effectivement, des sifflets dans un cortège très très épais avec vraiment des milliers de personnes, beaucoup de gens. À l'appel des Patriotes, vous l'avez dit, de Florent Philippot, mouvement politique et cortège particulièrement politisé. On a beaucoup de drapeaux tricolores ici. On explique beaucoup que le ressort intellectuel sur lequel il faut se baser pour combattre ce pass sanitaire, eh bien, c'est celui de la liberté, de la France, du pays des droits de l'homme. Et effectivement, ça fait partie des pancartes que nous voyons. Il y a également des pancartes un peu plus gênantes, voire très gênantes. On a beaucoup parlé des comparaisons avec la Shoah, avec l'Holocauste lors de ces manifestations. Nous avons vu également ici quelques pancartes qui font référence à l'esclavage. Mieux vaut une liberté dangereuse qu'un paisible esclavage. Voilà ce que l'on pouvait lire notamment sur l'une des pancartes. Et puis je vous ai parlé également de ce ressort-là, celui
des enfants, celui de la protection des enfants face au vaccin, ça revient énormément dans les pancartes. Libérons la France, ça fait partie des pancartes que l'on voit le plus ici, avec également des réflexions sur les métiers. Beaucoup de gens qui viennent, qui affirment que leur métier va être concerné notamment par le pass sanitaire et par l'obligation vaccinale. Il y a beaucoup de soignants ici qui expliquent qu'ils ne pourront plus continuer à faire leur métier en ayant également leurs vidéos accrochées au cœur. Ça fait partie des choses que l'on voit, que l'on entend au sein de cette manifestation. Des pompiers également qui sont présents avec des pancartes qui font référence à leur métier, à leur volonté de continuer à le faire. Et puis également, eh bien, cet appel lancé aux policiers, aux gendarmes, aux militaires, à tous ces gens qui sont censés maintenir l'ordre dans notre pays et que l'on appelle ici dans le cortège à rejoindre tout simplement les manifestations au nom, je vous le rappelle, et ça rappelle la couleur politique également particulière de ce cortège, au nom de la liberté, au nom des idées de la France. C'est ce que l'on voit le plus ici dans les rues de Paris. Le cortège arrive place Vauban. Il est parti tout à l'heure devant l'école militaire. On a fait une petite boucle, 750 mètres, 1 kilomètre environ. Et désormais, il va y avoir des prises de parole ici, place Vauban à Paris. Merci beaucoup pour on le rappelle, ce point de situation à Paris où quatre manifestations sont en cours. On va se déplacer en province pour faire un point de situation à Nice notamment où la manifestation grossit. Il y aurait 20 000 manifestants à Nice selon la police. Exactement, le cortège se situe sur l'avenue Jean Médecin en ce moment, avenue très commerçante. Ici à Nice, une avenue qui fait peut-être près d'1 kilomètre et il est difficile de voir le bout du cortège. C'est un petit peu du jamais vu ici à Nice, une si forte mobilisation. Une nouvelle fois, elle est importante quand même parce que les week-ends derniers, on avait déjà vu de nombreux manifestants, 6 000 personnes il y a 15 jours, 7 000 personnes la semaine dernière. Et bien ce samedi, la police évoque un chiffre de moins, 15 à 20 000 manifestants présents dans la rue. Difficile de savoir exactement le nombre des manifestants qui sont encore en train de se rajouter au cortège à cette heure-ci. Et c'est en fait dans le sud-est que la mobilisation semble la plus forte. Une si forte mobilisation qu'on n'avait pas l'habitude de voir lors des manifestations de Gilets jaunes. Nice a tiré peu. Et bien cette fois-ci, le pass sanitaire rassemble les foules. Alors qui est présent dans cette foule, qui est présent dans ce cortège? Il y a tout d'abord des Gilets jaunes, mais surtout de nombreuses professions. Des restaurateurs qui ne veulent pas faire des gendarmes à l'entrée de leurs établissements, des soignants ou encore des sapeurs-pompiers. Sapeurs-pompiers qui sont cette fois-ci pas en tenue, simplement un t-shirt avec écrit « sapeurs-pompiers à la recherche de l'emploi » car la vaccination obligatoire de ces pompiers dans les prochains jours, eh bien ils sont tout à fait contre. Certains sont contre la vaccination, d'autres sont plutôt contre le pass sanitaire. Eh bien ces sapeurs-pompiers sont là, pas en tenue, car la semaine dernière, ils avaient eu un avertissement de la part du président des Alpes-Maritimes, qui est aussi à la fois à la tête du conseil d'administration de ces sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes. Il leur avait dit de revenir à la raison, de ne pas manifester en tenue, ce qui est interdit. Et bien sûr, il était à leur écoute, il estimait que c'était une minorité qui était dans cette manifestation, car il y a aujourd'hui 20-25 sapeurs-pompiers contre près de 6 000 sapeurs-pompiers dans le département. À noter également des figures du mouvement du mouvement anti-pass sanitaire comme Francis Lalanne qui a pris la parole il y a environ 30 minutes, mais en tout cas il y a beaucoup de monde dans les rues aujourd'hui à Nice et c'est très rare, il faut le souligner, environ 15 à au moins 20 000 personnes ici dans les rues de Nice. Merci pour toutes ces précisions donc, dans le cortège de la capitale azuréenne, Marion Parizet. On l'entend, ils étaient 7 000 manifestants la semaine dernière à Nice, entre 15 et 20 000 aujourd'hui selon la police. Comment ces manifestations peuvent-elles s'essouffler ? Comment elles peuvent s'essouffler? Sur Nice en particulier, l'exemple n'est peut-être pas idéal, mais en tout cas, ce qui est intéressant avec le cas de Nice, c'est que ça représente aussi la rupture, la fracture qu'on voyait sur les cartes que vos collègues du journal Le Monde ont créées il y a quelques semaines aujourd'hui sur l'acceptation du vaccin. On a une rupture qui est entre le sud-ouest et le nord-est, et avec plus de vaccinés sur le quart nord-ouest du coup du pays que sur la partie sud-est. Et c'est bien ce qu'on reçoit ici, c'est cette France qui est en décalage et qui va plus se lever contre le vaccin dans le sud que dans le nord-ouest. Comment s'essouffler? Il va peut-être plus s'essouffler du coup dans les régions qui sont traditionnellement favorables et avoir plus de difficultés à perdre en ampleur dans le sud.
Vous vouliez réagir, docteur Pierre Oui, Fora? j'ai une petite pensée pour mes collègues réanimateurs de Nice qui sont déjà en charge et qui voient 20 000 personnes dont aucun n'a le masque en train de manifester sur une petite place. Enfin, une petite place, ça doit être la place Masséna, elle est assez grande, mais qui sont serrés les uns contre les autres, en train de vociférer. Eh bien, je pense qu'on va avoir là un joli cluster. Benjamin Camboulive, quand vous voyez ces images à Nice, on passe de 15 à 20 000 manifestants, 7 000 le week-end dernier. C'est un mouvement qui est amené à se poursuivre, à se renforcer. Est-ce que les forces de l'ordre, qui sont déjà à bout de souffle, on en parlait tout à l'heure, sont inquiets? Et est-ce qu'ils sont prêts? Alors, on surveille évidemment l'évolution exponentielle d'un mouvement. Prêts, oui, nous sommes prêts, nous sommes habitués. Maintenant, nous avons besoin du politique, encore une fois, qui vienne en soutien pour apporter des éléments de réponse pour essayer d'apaiser cela. Là, c'est une réflexion qui est politique, qui n'est pas policière. Nous, opérationnellement, vous savez, c'est toujours pareil, c'est un métier d'urgence, la police, on arrive quand ça y est, les faits sont là. Mais ce sera fait, bien sûr que ce sera fait. Là, ce qu'il faut tout de même dire, c'est que bien avec les moyens nécessaires. Avec les moyens nécessaires. Toujours comme aujourd'hui, vous voyez que le dispositif est présent. Aujourd'hui, vous avez des gendarmes mobiles, vous avez des CRS qui viennent se rajouter à tous les fonctionnaires de police qui assurent parallèlement les missions quotidiennes. Donc oui, il y a une fatigue, oui, il y a un surinvestissement, mais le travail est fait, les Français sont en sécurité grâce à leurs forces de l'ordre. Ça, il n'y a pas de doute sur ça. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que bien que ça ait augmenté le nombre de manifestants, là on est à Nice, je crois, malgré tout, qu'est-ce que ça représente au niveau de l'opinion réelle en France? C'est pas forcément grand-chose, donc gare au traitement médiatique, gare à la surmédiatisation d'un message qui est un frein à une sortie de crise. Merci beaucoup Benjamin Camboulive. Et on parle aussi sur BFM TV cet après-midi d'une autre actualité. On ne peut rien pas à passer voir. à côté. Mais les actualités, c'est aussi les Jeux Olympiques de Tokyo.